Bonjour à tous, merci d'être venus. Pour donc parler de ce thème qui est joli, écrire l'histoire, avec un grand H évidemment aujourd'hui, c'est une belle question. Comment écrit-on l'histoire aujourd'hui? L'histoire qui s'est longtemps dite, racontée, puis elle s'est écrite, mais comment? Bien sûr, elle a pu être déformée parfois au profit du camp de celui qui tenait la plume, on va en parler. L'histoire est devenue une discipline scientifique ensuite, avec toute la rigueur, l'objectivité, bien sûr, l'ambition de vérité qui l'accompagne. Nous en parlerons aussi. Nous évoquerons aussi l'idée de ce qu'on appelle le fameux roman national. Qu'est-ce que ça veut dire au fond? Qu'est-ce qu'on entend par là? Et moi, j'aimerais beaucoup parler aussi de quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est G. Le Nôtre et Michelet. Est-ce que eux aussi, donc historiens de la petite histoire, est-ce qu'ils ont apporté quelque chose par leur mode d'écriture? J'aimerais bien qu'on en parle. Le roman aussi, tout court. C'est une manière d'écrire l'histoire, après tout. Combien d'historiens ont choisi leur vocation en lisant Le Capitaine Fracasse ou Les Trois Mousquetaires? Je vais faire mon petit test que je fais habituellement avec les historiens. Je vais leur demander justement ça. On commencera par là. Si c'est Dumas qui leur a donné envie de parler d'histoire et de faire de l'histoire et de faire de leur vie de l'histoire. En ce qui me concerne, moi je vous le dis tout de suite, j'ai jamais mieux visité l'histoire qu'en lisant Les Trois Mousquetaires. Donc j'ai envie d'en parler. Les historiens, ils sont 5. Tous ont été sélectionnés pour le prix Château de Versailles du livre d'histoire, donc est un prix, je vous rappelle, qui récompense l'auteur d'un livre qui traite du XVIIe ou du XVIIIe, mais ça reste quand même très large comme sélection. Je trouve ça assez admirable. On n'est pas juste dans Versailles, que dans Versailles. Il y a des liens, bien sûr, mais c'est le XVIIe, XVIIIe, et vous allez voir, les livres, vous avez sans doute pris connaissance de ces livres, mais les sujets sont disparates et divers, et ça va être intéressant de vous faire tous discuter. Il y a d'abord Elisabetta Lourgaud qui est avec nous, docteur Elisabetta Lourgaud, historienne, spécialiste des pratiques religieuses à l'époque moderne et des relations entre la France et la Savoie, avec un accent italien magnifique. Vous publiez Philippe d'Orléans, frère de Louis XIV, chez Perrin. Autre biographie, celle de Molière, je le cherche. Georges Forestier, professeur à la Sorbonne. Biographie de Molière chez Gallimard, il me semble. Antoine Boulan est là aussi docteur de la Sorbonne, titulaire d'une thèse consacrée aux agents secrets du ministère des Affaires étrangères. Son livre « Le tribunal révolutionnaire, punir les ennemis du peuple » est assez fascinant. Charles-Éloi Vial, qui est là, docteur en histoire aussi, conservateur à la Bibliothèque nationale de France, propose La famille royale au Temple, et avec ce sous-titre, Le remords de la Révolution. C'est chez Perrin, et rien que pour ce sous-titre, il y a plein de choses à dire, mais rien que ça m'a intéressé, j'ai plein de questions à vous poser à ce sujet. Et puis Alain Hugon, professeur d'histoire moderne à l'université de Caen, qui publie La Grande Migration, de l'Espagne à l'Amérique, 1492-1700, c'est chez Vendémiaire. C'est intéressant parce qu'on imagine qu'on n'écrit pas l'histoire de la même manière pour une biographie que pour une vague d'émigration, évidemment. Donc il aura beaucoup de choses à vous dire. Et puis moi, je vous le dis aussi pour qu'on sache d'où je parle, je suis journaliste littéraire à Europe 1. J'ai écrit 2 livres de vulgarisation historique, l'un sur le masque de fer, l'autre sur les héros de romans. J'ai étudié l'histoire à l'université, j'ai lu les manuels genre Bébé Gigi et autres Moore, on s'en fiche, mais c'est pour vous dire que moi aussi, j'ai un peu un point de vue sur la manière d'écrire l'histoire. Évidemment, moi, je ne le donnerai pas directement, je serai plus malin, mais avec mes questions, c'est ça ce qui m'intéressera. C'est de savoir comment on écrit l'histoire avec cette lumière-là. Je propose aussi, après j'arrête de parler de moi, mais je propose des chroniques sur la chaîne Histoire, et je me suis rendu compte que quand je parlais d'un livre de vulgarisation scientifique, je disais... c'est pas un livre d'universitaire, comme si c'était une qualité supérieure. Et quand c'est un livre d'universitaire, je dis ça se lit comme un roman. Et je me rends bien compte que c'est un peu caricatural tout ça, donc j'ai envie d'en parler avec vous. Et je voudrais donc d'abord poser cette fameuse question à tout le monde. Est-ce que vous êtes arrivé à l'histoire par Alexandre Dumas? Je commence par Georges Forestier, tiens. En fait, vous tombez mal parce que je suis un historien venu de la littérature, parce qu'à l'origine, je suis un historien des formes littéraires et des pratiques théâtrales. C'est pour ça que j'ai travaillé sur Corneille, Molière, Racine, et du coup, j'ai fait leur biographie. Et donc, en fait, c'est pas par l'histoire que je suis venu à l'histoire, c'est par la littérature que je suis venu à l'histoire. Voilà. Donc, Dumas, c'est la littérature. Ah, mais Dumas, oui, bien sûr. Quand j'étais petit, j'ai beaucoup aimé Les Trois Mousquetaires, mais c'est pas ça qui a déclenché ma vocation. En revanche,
un des plus beaux romans que j'ai lu, mais je devais avoir 40 ans quand j'ai lu, c'est Le Vicomte de Bragelonne, parce que sur le plan historique, il est absolument extraordinaire. Vous qui êtes l'homme du masque de fer, eh bien écoutez, j'imagine que ça a dû particulièrement vous plaire. Et c'est un des plus beaux romans de la littérature française. Pas beaucoup de monde le connaît, parce que tout le monde connaît Les Trois Mousquetaires et 20 ans après, mais Le Vicomte, c'est absolument fabuleux. Alors donc, je pense que si j'avais lu Le Vicomte à 18 ans, j'aurais répondu aujourd'hui, et votre question, oui, c'est par Alexandre Dumas que je suis venu à l'histoire. Elisabetta Lurgo, même question. Oui, bonjour. Moi, je parle avec mon accent italien magnifique. Et non, alors, Walter Scott, comme romancier. Walter Scott, oui. Oui, mais je dois dire que ma situation est un peu bizarre parce que le premier livre, roman historique que j'ai lu, qui m'a encouragé à aimer l'histoire, à étudier l'histoire, c'est un roman d'un auteur totalement inconnu aujourd'hui en Italie et je crois totalement inconnu au dehors de l'Italie, qui est Olga Visentini, qui a écrit un roman magnifique dont le titre est Les campane del signor Conte, qui parle de Matteo Maria Boiardo, auteur de L'Orlando Innamorato. Et c'est un roman historique magnifique. C'est le premier roman historique que j'ai lu. Donc c'est un peu bizarre parce que ce n'est pas un auteur c'est tout à fait inconnu. Et même en Italie, parce qu'il a été publié dans les années, je crois, entre 69 et 71. Et c'est tout à fait inconnu aujourd'hui en Italie, mais c'est un roman vraiment remarquable, un roman historique sur une biographie romancée de Matteo Maria Boiardo. Charles-Éloi Vial. Alors, j'y ai repensé puisque vous avez posé la question, ça m'a laissé quelques minutes pour réfléchir. Mes lectures de plage, quand j'étais petit, ce serait peut-être ça plutôt la question. Alors, j'avais lu Le Chevalier de Maison Rouge, mais c'est pas celui qui m'a le plus marqué. C'est plutôt Salammbô qui m'avait beaucoup plu quand j'étais vraiment... Enfin, j'avais une douzaine d'années à peu près. Et les œuvres complètes de Walter Scott que j'avais empruntées, ça m'avait tenu tout un été. J'ai emprunté ça à ma bibliothèque municipale. Donc, c'est peut-être de là que pourrait venir ma vocation d'historien. Et autrement, j'avais un père qui était professeur en histoire-géographie, ce qui fait que j'ai eu droit à la place d'histoire, j'ai eu l'histoire de France quand j'étais petit, donc les aventures de Napoléon. C'était assez formateur. Hors série. Alain Hugon. Oui, alors moi, c'est moins Alexandre Dumas que Zévaco. Et oui. Zévaco, donc Fausta et Pardaillan. Alors c'est littérairement, je crois, on juge un peu inférieur Zévaco, c'est un feuilletoniste, mais j'avoue que les aventures de Pardaillan m'avaient toujours fasciné. Et puisque quelqu'un conseille du Alexandre Dumas, effectivement, moi j'ai lu bien plus tard les Alexandre Dumas, et je pense que la trilogie Les 45, La Reine Margot, La Dame de Montsoreau sont vraiment extrêmement forts, et je conseille toujours aux étudiants de lire ça parce que ça fait du bien de se divertir un peu. Oui, mais alors justement, moi, après on passe à Antoine Boulan, mais c'est du divertissement, mais est-ce que c'est pas aussi quand même une belle visite de l'histoire et une manière quand même d'écrire l'histoire ? À mon avis, on écrit l'histoire comme pour Zévaco du point de vue de la fin du 19e siècle. Donc c'est une vision historique totalement datée, entre guillemets. Donc on va avoir le débat, je pense, sur comment on écrit l'histoire. Mais on écrit l'histoire de son temps et non pas l'histoire du passé, donc, me semble-t-il. Antoine Boulan. Écoutez, moi, au risque de vous décevoir, je ne suis pas rentré dans l'histoire par la lecture, car lorsque je suis tombé dans la Révolution française, j'avais 15 ans et je détestais lire. À part Tintin et la Bibliothèque verte, je ne connaissais pas grand-chose, j'aimais encore moins écrire, vous l'imaginez. Donc c'est pas du tout par ce biais que je suis rentré dans l'histoire, c'est par un biais morbidement anecdotique. Je traversais la place de la Concorde avec mon père en voiture. Mon père me dit Antoine, c'est là que le roi Louis XVI a été décapité pendant la Révolution. Ah bon. Et je rentre chez moi, j'ouvre le dictionnaire historique des rues de Paris de Jacques Hilleret que vous connaissez peut-être. Je vais à Place de la Concorde et je vois cette gravure assez célèbre où on voit le bourreau tenir la tête du roi sur l'échafaud de la place de la Révolution. Cette image m'a fasciné, morbidement fasciné, ça commence parfois comme ça, et j'ai plongé dans la Révolution à partir de là. Donc c'est à partir d'images que je suis rentré dans l'histoire, pas du tout par la lecture. Moi, Dumas, tout ça m'évoquait rien du tout, je ne sais même pas qui c'était. Et très vite, j'ai commencé ma boulimie de lecture comme ça, et la première date de l'histoire de France que j'ai apprise, c'est le 21 janvier 1793 à 10h22. C'est la première date que j'ai apprise, et j'en ai appris beaucoup d'autres après, mais ça a démarré comme ça. Voilà. Une forme de roman aussi. Vous avez de l'esprit de contradiction tous, j'ai remarqué, c'est bien pour une rencontre. Georges Forestier, vous avez publié donc une biographie de Molière, et donc dans cette continuité de la question
de la littérature en tant que porte d'entrée dans l'histoire, est-ce que le style, y compris quand on est un historien comme vous, institutionnel, Sorbonne, etc., est-ce que quand même on fait un effort de style? Est-ce que c'est important pour écrire l'histoire d'y mettre les formes? Pour moi, oui. Parce que j'ai eu la chance, en fait, de m'être disputé avec mon éditeur, enfin, de façon agréable, bien sûr, parce que j'avais signé un contrat qui m'obligeait à rendre un livre de 900 000 signes. 900 000 signes, ça évoque peut-être pas grand-chose pour, disons, 200 pages. Et j'ai remis un manuscrit, une première version de 1 400 000 signes. Ce qui n'était rien à côté du Molière, du Racine, qui faisait 2,5 millions, mais bon. Et donc... Et du coup, il a fallu que je réduise. Alors, ça a été une négociation, bien sûr. Au bout du compte, ça fait 1 300 000 signes. Le livre fait 550 pages ou quelque chose comme ça. Mais du coup, j'ai été obligé pendant quasiment 1 an de retailler, de recouper. Et du coup, j'en ai profité chaque fois pour éliminer les adverbes. Je me suis efforcé de supprimer quasiment tous les adverbes, de faire un travail sur le style, parce qu'il fallait que je supprime mot après mot, d'une certaine manière, pour gagner des signes. Et du coup, ça m'a conduit à faire un vrai travail sur le style. Voilà. C'est grâce à ça qu'il y a des gens qui me disent ce que vous disiez tout à l'heure, votre Molière se lit comme un roman. Mais voilà, Mais pour un universitaire, c'est un compliment. Est-ce qu'il n'y a pas le danger inverse, c'est-à-dire de se laisser emporter par le style et de s'éloigner de la vérité historique, si tant est que le style puisse parfois dévier de la vérité historique? Quand on écrit un roman, sans doute. Mais quand on fait un travail d'historien avec énormément de matériaux et que, je vous dis, on arrive avec l'équivalent d'un livre de 700 pages qu'il faut le ramener à 550 pages au maximum, du coup, on ne se laisse pas entraîner par le style. Le style vient du travail de polissage par coupure, par amélioration, par recherche d'un ensemble de mots qu'on va essayer de traduire par un seul mot, etc. etc. Voilà. Donc, du coup, je ne suis pas concerné par ça. Mais en revanche, si c'était un roman, bien sûr que c'est le danger. On parle, oui, de livres d'histoire, justement. Oui, j'entends bien. Institutionnel. Elisabeth Alurgo, qu'en est-il pour vous? Oui, pour moi, ça a été un peu compliqué d'écrire cette biographie parce que pour moi, c'était la première fois que j'écrivais un livre pour un public élargi, pas de spécialistes. Donc, pas pour les collègues universitaires, mais aussi pour les férus d'histoire, les passionnés d'histoire. Bon, pour moi, le premier problème, évidemment, a été est-ce que je l'écris en italien ou je l'écris en français? Et j'ai décidé de l'écrire en français parce que, évidemment, la majorité des sources, c'est en français. Donc, bon, j'ai opté pour le français. Mais en effet, je trouve... je ne sais pas si c'est une impression de la part d'une Italienne, mais je trouve qu'en France, on n'a plus cette tradition d'écrire des biographies historiques accessibles à un public élargi. Mais justement, qu'est-ce que vous entendez par là? Quelle est la différence entre une biographie pour un public large et une biographie pour les collègues ou les étudiants? Oui, c'est le style. C'est le style, vraiment, d'accord. Oui, c'est le style, je crois. Parce que, par exemple, moi, j'avais publié ma thèse de doctorat en italienne et c'est une thèse avec un style très, très académique, très, très lourd, avec beaucoup de notes en bas de page. Par exemple, le fait de rejeter les notes en fond du livre, c'est déjà une chose pour oui, parce que je sais, par exemple, je parlais avec aussi des Italiens mais aussi des Français qui trouvent en effet un peu lourd de voir les notes en bas de page, alors que si on les rejette au fond du livre, alors c'est plus lisible, oui. Et le problème, c'est de conjuguer l'accessibilité avec la rigueur scientifique, évidemment. Oui, mais le style c'est déterminant pour décider si un livre est un livre qui s'adresse aux spécialistes d'un sujet, de la matière, ou à un public de férus d'histoire, de passionnés, oui. À la fois, je vous pose cette question comme si c'était évident, mais encore faut-il savoir écrire correctement. Je veux dire, savoir mettre les formes. Hein, oui. C'est pas une obligation, après tout. Oui.
Oui, il ne faut pas écrire un roman historique, donc il ne faut pas, par exemple, insérer de... Moi, j'ai lu, par exemple, un roman historique en italien, une biographie historique en italienne qui ajoutait des pièces de conversation entre les lignes. Les personnages, il y avait des pièces de conversation. Il y avait une parade de notes à la fin du livre. L'auteur avait beaucoup travaillé sur les sources, c'était un historien. Mais en effet, il a ajouté des pièces de conversation, des extraits de conversation qu'il a imaginé entre les personnages. Voilà, ça c'est une... À mon avis, c'est une erreur à ne pas commettre lorsqu'on écrit une biographie historique, parce que alors c'est un roman historique. Alain Hugon, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça, vous ? Est-ce que vous prenez en compte ce facteur-là ? L'idéal, effectivement, ça serait de bien écrire. Le problème, c'est que je ne sais pas ce que c'est que bien écrire, je sais ce que c'est que mal écrire. Je le vois tous les jours de ma part ou de la part de mes étudiants, mais je ne sais pas ce que c'est que bien écrire. En même temps, c'est vrai que c'est ce que disait Talurgo, on a besoin d'une rigueur scientifique, c'est-à-dire l'historien doit avoir des preuves. On ne peut pas écrire sans preuve. Et l'une des preuves, c'est la note de bas de page, par exemple. Et alors, puisqu'on évoquait les rapports avec les éditeurs, on a tous eu les mêmes problèmes, quoi. Je crois qu'il y a un auteur, David Lodge, qui dit que le Dieu a créé les éditeurs pour apprendre l'humilité aux auteurs. C'est à peu près ça. Et effectivement, là, je pense à ce livre-là, moi, il y a la moitié des notes qui ont été supprimées par l'éditeur parce qu'on ne peut pas mettre autant de notes. En tant qu'historien, on veut toujours administrer la preuve. La preuve, c'est le renvoi au document de la matière première. Et tant qu'on n'a pas cette matière première, on n'est pas satisfait. Alors, il y a une contradiction entre le grand public, entre guillemets, mais c'est péjoratif de dire grand public, parce qu'il y a tout le monde dans le grand public, et les universitaires, mais il y a tout le monde dans les universitaires. Alors, l'idéal, ça serait effectivement d'être Georges Duby, pour moi, c'est l'idéal. Voilà, quelqu'un qui écrit parfaitement bien, de manière intelligible, avec une rigueur scientifique, et ça me ferait très plaisir. Mais le style, effectivement, c'est indispensable, quoi. Les mots, c'est la palette de couleurs de l'écrivain. Bon. Mais est-ce que la vérité historique exclut un trait d'esprit ou une métaphore, éventuellement un peu d'humour? C'est compliqué. Le problème, c'est l'écriture. Je crois qu'on s'en aperçoit quand à force d'écrire, mais on peut maquiller pas mal de choses en écrivant. Un problème qu'on n'a pas résolu discrètement, avec quelques belles formules, on peut les maquiller, ces choses-là. Et alors, quand on est spécialiste d'une question précise, on va pouvoir le voir. Je pense sur Molière, ça va être flagrant. On peut esquiver, on peut faire plein de choses. Et en même temps, il n'y a pas plus vrai que l'oral dans ce cas-là. Alors là, je suis en train d'opposer non pas le style universitaire du style populaire, mais plutôt ou de grand public, mais je suis en train d'opposer plutôt effectivement les types de narration. Qu'est-ce que je pense du style ? Est-ce que vous vous en préoccupez au moment devant la page blanche ? Eh bien, beaucoup, puisque j'aimerais bien écrire correctement. Et je pense qu'on est tous là, en tant qu'historien, on voit des écrivains écrire des choses ébouriffantes, et on se dit on aimerait bien faire preuve du même talent, on aimerait bien être capable d'incarner, d'avoir du souffle dans nos textes. On n'y arrive pas toujours. Alors des fois, nos éditeurs nous recadrent et nous disent bon là, c'est plus flottant, resserrer, retravailler le texte, mais c'est toujours extrêmement compliqué. Mais d'une part, il y a les notes de bas de page ou les notes de fin. Moi, je les vois plutôt comme une force, puisque elles nous servent à construire le texte, à le cadrer. Et j'ai tendance à penser que les lecteurs vont les regarder, ils vont s'y intéresser, vont voir qu'on s'est appuyé sur quelque chose pour construire le texte, qu'on ne parle pas dans le vide. Et ça fait partie aussi du style qui est le style de l'historien, qui est un style propre. C'est pas du roman, c'est pas de la poésie, mais c'est un style qui peut être beau, qui peut être élégant, qui peut être fluide. Et simplement pour travailler le style, je pense qu'il faut beaucoup relire, il faut traquer les répétitions. Et ce que m'avait dit mon éditeur, qui est très bien et que je fais, c'est qu'il faut toujours tout relire à voix haute. Donc en général, je lui rends un manuscrit qui fait 600, 700 pages. Il me dit, maintenant, vous allez prendre 2 mois et vous allez le relire à voix haute. Et je le fais 1 fois ou 2 fois. Et ça permet de faire ressortir un peu des imperfections, des scories, des aspérités. Il n'y a pas tout qui transparaît, on en retrouve toujours, et un livre, il y a toujours des erreurs dedans, parce que c'est quand même quelque chose d'artisanal, c'est un peu comme un meuble sur lequel il peut y avoir des échardes, mais malgré tout, je pense que le fait de lire à voix haute, de se dire, si je parle, comme si le lecteur était en face de moi, qu'est-ce que ça donne ? Ça m'aide beaucoup. C'est la méthode Flaubert. C'est ça, de Gauloir. C'est pour ça que ça m'intéressait, et j'aurais la même question pour Antoine Boulan, parce que votre livre, Charles-Éloi Vial, ou Antoine, allons-y, parce que ça va devenir... c'est très romanesque comme histoire. D'un côté, pour vous, le tribunal révolutionnaire, et pour vous, la prison du Temple. Il y a eu dizaines de romans, en tout cas, cet épisode a été souvent romancé, y compris dans le cinéma. Est-ce qu'on n'est pas emporté par ce romanesque ?
C'est pas le mot romanesque qui me serait venu en premier en parlant du thème révolutionnaire. Peut-être le temps du temps. Il se passe des choses quand même. Il y a des rebondissements. Oui, il y a de l'émotion. Oui, il y a de l'émotion. Alors après, l'émotion du roman, l'émotion scientifique, c'est pas la même. Peut-être on pourrait aussi en discuter. Mais pour revenir au style, oui, c'est évidemment incontournable. On peut pas écrire un livre comme on écrirait une dépêche télégraphique. Prise de la Bastille, stop. 14 juillet, stop. Massacre du gouverneur d'Olonais, stop. Non, c'est pas possible. Donc au-delà du fait, on est obligé d'amener du style pour assurer la médiation entre l'auteur et son lecteur. C'est pas possible. On peut pas condamner le lecteur à la sécheresse des faits qui consisterait à aligner des sujets, des verbes et des compléments. C'est impossible. On est obligé effectivement d'incarner un peu ce que l'on veut écrire. Il faut que l'auteur soit capable d'apparaître derrière les faits qu'il avance, ne serait-ce que parce qu'il a pour vocation première, à mon sens, non pas de les raconter, mais surtout de les expliquer, de les analyser, de les interpréter. Et à partir du moment où il s'engage dans ce processus de réflexion et d'interprétation, inévitablement, son style ressort. On ne peut pas faire autrement. Et c'est une bonne chose, parce que le lecteur, le livre, il tombe de ses mains si on ne fait pas autrement que ça. Donc un livre purement factuel, j'en ai fait des livres purement factuels, qui étaient des ouvrages de synthèse à caractère un peu encyclopédique, où le but était de ramasser dans le moins de pages possible le plus de choses possibles. Dans ce cas-là, bon, c'est intéressant, c'est agréable à lire. Moi, mes éditeurs m'ont toujours dit que j'écrivais de façon fluide. Voilà, c'est le terme qu'on a toujours employé, c'est fluide, c'est-à-dire que ça se lit sans accroc, sans obstacle, on va de bout en bout sans accroc. Mais on est quand même obligé de s'investir un petit peu du point de vue littéraire pour montrer qu'on existe, pour montrer qu'on ne se contente pas de relier des faits des uns aux autres, mais qu'on est là aussi pour les interpréter, les expliquer et faire passer quand même un message qui n'a rien à voir avec la subjectivité ou l'émotion, mais on est quand même présent derrière le texte qu'on écrit inévitablement. Il faut le montrer, je pense que c'est important, sans tomber dans le romanesque. Moi, je ne lis pas de romans, j'ai horreur des romans, j'ai horreur des romans historiques. Voilà. Je déteste ça. Chaque fois que j'ai essayé, j'y suis jamais arrivé. J'ai essayé 93 de Hugo, j'ai essayé Les Dieux ont soif de France, j'ai beaucoup de mal. Mais parce que justement, ça manque de vérité historique. Oui. Je n'y arrive pas. Je lis 3 lignes et je m'endors. Je ne peux pas vous dire pourquoi. Ça, c'est mon côté scientifique, puisque je vous rappelle à tous que l'histoire, évidemment, est une science humaine, mais c'est une science. Ça n'est pas un genre littéraire en tant que tel. Enfin, moi, en tout cas, je me démarque de ça. Mais effectivement, oui, la fiction m'ennuie profondément, alors que la fiction est quand même toujours le reflet d'une réalité. J'ai quand même tenté Le Chevalier de Maison Rouge. C'est pas mal, mais j'ai préféré le film, parce que ça me demande moins d'efforts, qui est très bien aussi. Mais voilà, le côté romanesque, effectivement, c'est quelque chose que j'ai du mal à intégrer, même s'il est important d'être accessible. Mais accessible ne veut pas forcément dire être romanesque. Non, mais n'en lisez pas alors, parce que vous êtes le genre de type, après, à chaque page, vous levez le nez en disant « Ah, ça, c'est pas tout à fait vrai. Hein, ça, Non, tant pis pour vous. Ouais. Est-ce qu'il existe une langue particulière à l'histoire, Georges Forestier ? Moi, j'avais un prof qui me disait... Il parlait d'histoire, mais il aurait pu parler, je pense, de sociologie ou de sciences politiques, mais il disait à chaque discipline correspond une langue étrangère qu'il faut acquérir. Est-ce qu'il y a une langue propre à l'histoire, une langue particulière qu'il faut donc maîtriser pour écrire l'histoire ? Encore une fois, je ne peux pas vous répondre parce que j'ai essentiellement fait des travaux sur les œuvres littéraires. C'est-à-dire de Corneille, Molière, Racine, analyser comment ils écrivent leurs pièces, comment ils travaillaient, etc. Le rapport avec les règles, les fameuses règles des 3 unités, comment ils prenaient des libertés avec. Et lorsque j'ai écrit des choses qui se rapprochent de l'histoire, c'est-à-dire des biographies, la biographie de Racine il y a 10 ans ou 15 ans maintenant, et celle de Molière, mon rapport à l'histoire est venu tout simple. C'est-à-dire qu'à la différence des autres livres que j'ai écrits, où je pouvais commencer par un chapitre central, et puis après passer à un chapitre de la première partie, etc., et après remonter l'ensemble, j'ai toujours éprouvé, pour une biographie, pour ce type d'histoire-là, qu'il fallait que je commence du début. C'est-à-dire que je raconte une histoire. Et voilà, donc c'est tout à fait différent. Enfin, je n'ai pas d'autre expérience. Hein. Là, il a fallu que je raconte une histoire à partir de la naissance. Impossible. J'avais essayé avec Racine de commencer sur les endroits que je connaissais le mieux. C'est-à-dire, je venais de faire l'édition de la Pléiade de Racine. Du coup, j'avais repris des morceaux de mes notices de la Pléiade pour les mettre comme base de la biographie. Et je me suis rendu compte que ça ne marchait pas. Il a fallu que je commence à la naissance, aux ancêtres même, et que je déroule, que je raconte une histoire. Voilà. Pour moi, écrire une histoire de ce type-là, c'est-à-dire biographique sur un auteur, c'est raconter son histoire. Et justement, il y a 2 biographies. Est-ce qu'il faut forcément être dans un plan linéaire, partir du début, aller jusqu'à la fin ? On comprend que pour vous, oui.
pour vous aussi, j'ai l'impression, Elisabetta. Mais parce qu'il y a eu toute une mode justement de se dire c'est trop facile un plan linéaire, il faut trouver d'autres angles, d'autres manières de raconter, d'écrire l'histoire, sans en passer par le début, puis en prenant les dates les unes après les autres. Les problèmes que je crois qu'on fasse toujours lorsqu'on commence à écrire une biographie. La question est, est-ce que je suis l'ordre chronologique? Par exemple, je regroupe par thème. Oui, c'est... Moi, je préfère, personnellement, mais c'est une impression personnelle, je préfère les biographies en ordre chronologique. Pas forcément en ordre chronologique, on peut voyager entre les années, oui, évidemment. Mais oui, je préfère les biographies en ordre chronologique. Je crois que ça donne mieux l'idée d'une vie. Parce que la biographie, c'est la narration d'une vie, finalement. Donc, une vie, c'est un ordre chronologique. C'est banal, mais c'est évident. Donc, oui, je crois que pour une biographie, il faudrait suivre autant que possible un ordre chronologique. Alain Hugon, même question pour vous, parce que votre livre, c'est 1492-1700. Impossible de tout embrasser, même en utilisant la méthode linéaire. Ce sont donc des choix qu'il faut faire, et des thèmes et des angles qu'il faut dégager. Effectivement. L'historien, un peu comme l'historien de l'art, est obligé de commencer par décrire. Il faut toujours décrire son objet. Quand on a un tableau, si on ne décrit pas complètement le tableau, on ne peut pas l'expliquer. Et alors, bon, l'historien de l'art, je crois, sont peut-être pas meilleurs que les historiens, mais peut-être quand même, pour certains points de vue. Le vocabulaire est essentiel, on en a dit un mot tout à l'heure, mais le détail, par exemple, est essentiel dans une peinture, mais il va être aussi important dans un ouvrage qu'on va faire, qu'on va rédiger, qu'on va écrire. Ce qui est important, je pense qu'on a cette description et ensuite on a l'analyse. Alors l'analyse ensuite elle se porte sur différents thèmes, sur différentes choses comme ça. Sur la biographie, j'en dis juste un mot parce que j'ai rédigé aussi une biographie. C'est vrai que la linéarité, je ne sais pas ce qu'en pensent mes collègues qui ont rédigé des biographies, mais la linéarité pose un vrai problème parce qu'une vie, c'est pas. Est-ce que nos vies sont cohérentes? En posant la question, on a déjà quasiment la réponse. Est-ce qu'on est là, tout était écrit quand on est né? Non. Et le problème de la linéarité, c'est que ça fait croire cela, et c'est extrêmement compliqué, effectivement. De la même manière que ceux qui partent, ils ne savent pas où ils vont arriver, et on n'a pas cette linéarité non plus. Intéressant. Vous, Charles Éloi, vous êtes aussi dans une méthode historique très comme ça, institutionnelle, manuelle? Alors, j'ai toujours pensé que quand on écrit une biographie, ce qu'on sait, c'est que le personnage va naître, puis il va mourir à la fin. Entre les deux, il faut se démerder pour réussir à construire un discours historique cohérent. Donc j'ai écrit une biographie qui était celle de Marie-Louise. J'ai pas pu commencer par le début comme j'aurais pu vouloir le faire, puisqu'il fallait aller à Vienne voir les archives concernant sa petite enfance à Vienne, et il fallait trouver le temps, prendre des congés. Donc j'ai remis ça à plus tard, et j'ai commencé avec son mariage à Napoléon, qui aurait pu être sa deuxième naissance. Mais j'aime bien quand même aussi planter le décor. Une biographie, on commence avec la naissance du personnage, avant peut-être une introduction, on va présenter les sources, mais c'est bien de commencer par le début. Pareil, le Temple, j'ai considéré que c'était la biographie d'une prison. Donc j'ai voulu planter le décor et expliquer pourquoi il y avait cette tour à tel endroit et pourquoi est-ce qu'on va y enfermer la famille royale. C'était pour moi extrêmement important parce que ça crée un cadre, et je pense qu'on ne peut pas écrire, même si soi-même intellectuellement on n'a pas posé ces quelques jalons qui sont extrêmement importants. Ensuite, ça permet d'évoluer, de faire développer un petit peu, développer l'histoire jusqu'à la fin, qui dans mon cas va être la démolition du temple sous le Premier Empire. Et autre exemple que je pourrais donner, là je viens de faire un livre sur une journée qui est le 15 août 1811, donc c'est la biographie d'une journée, j'ai fait la biographie d'une prison, la biographie d'une journée, donc j'ai choisi de commencer là aussi, la fin de l'introduction, c'est à 6h du matin, je commence à 6h du matin et je m'arrête à 2h du matin, c'est-à-dire à peu près au moment où Napoléon va se coucher, puisque je suis la journée de Napoléon. Donc j'avais un fil rouge, et ensuite de ce fil rouge j'ai pu déborder, aller voir qu'est-ce qui se passait le 15 août 1811 en Russie, le 15 août 1811 aux États-Unis, le 15 août 1811 en Chine, mais j'avais quand même un déroulé chronologique, et je trouve que c'est quelque chose, c'est quand même un appui très solide. On a les sources qui nous permettent finalement de nous reposer sur quelque chose, et on a aussi finalement ce cadre chronologique qui est extrêmement important, qui est extrêmement fort, et je n'aime pas revenir en arrière ou faire des bonds en avant. J'aime bien avoir un plan très linéaire quand j'écris. Pareil. Même avec le décalage horaire. Même avec le décalage horaire, exactement. Tant pis, mais il faut se dire, bon bah voilà, il s'est passé ça tel jour. Le problème en plus avec la Russie, c'est que le 15 août en Russie,
aussi, c'est toujours, c'est pas le même calendrier, donc ça varie, mais tant pis, j'ai fait ce choix-là. Pareil, là, le livre que je suis en train d'écrire sur les 100 jours, je l'ai même écrit dans l'introduction, je sais pas ce que mon éditeur en pensera, c'est oui, Napoléon va débarquer à Cannes, il va se rendre aux Tuileries, il va perdre à Waterloo, et puis ensuite il va aller à Sainte-Hélène. Donc comme ça, c'est cadré, et puis le reste, c'est un peu à la grâce de Dieu. Qu'est-ce que les sources vont m'apprendre, qu'est-ce que je vais pouvoir leur faire dire, comment en se confrontant il va y avoir un sens nouveau qui va apparaître. Donc c'est à chaque fois un peu l'incertitude. On part à l'exploration, on a un champ chronologique qui est défini, on ne sait pas ce qu'on va y découvrir. Et puis il faut équilibrer les chapitres, ça c'est ce que disent parfois les éditeurs, comme si l'histoire pouvait se prendre en compte cette obligation éditoriale pour que les chapitres soient pas trop différents en taille les uns des autres, alors que les événements ne prennent pas ça en compte fatalement. Peut-être que les éditeurs ont peur que l'auteur rentre chapitre par chapitre très en douce, qu'il fasse passer quelques centaines de milliers de signes en plus. Ça peut arriver. Je me souviens d'un éditeur qui m'avait parlé d'un livre, je ne dirais pas lequel, et je te rends le premier chapitre, et le premier chapitre c'était le nombre de signes que devait faire l'ouvrage total. Donc si tous les auteurs font ça, ça peut être une sorte d'angoisse. Donc ça permet aussi de construire un récit. Là, on raconte quelque chose, on fait des analyses, mais on se contraint à découper, à séquencer l'ouvrage de façon raisonnable. Antoine Boulan, vous n'échappez pas à la linéarité non plus pour le tribunal révolutionnaire, parce qu'il faut bien que ça monte en puissance, que ceux qui condamnaient deviennent condamnés, etc. Il faut qu'on comprenne ça. Voilà, donc moi j'ai fait, puisque je crois que c'est un peu sous-entendu par tous nos propos, j'ai fait un plan qu'on appelle chronothématique, c'est-à-dire que j'ai fait un récit qui suit la linéarité de l'histoire du tribunal, en partant de ses origines, les origines de l'Assemblée, de la grande réforme judiciaire des années 1790, le tribunal du 17 août jusqu'à la dissolution finale du tribunal révolutionnaire en mai 1795. Et le piège dans lequel je n'ai pas voulu tomber, évidemment, c'était de faire une chronique, c'est-à-dire de répéter le récit continu de tous les procès qui se sont déroulés devant le tribunal du mois d'avril 1793 au mois de juillet 1794, ce qui aurait été profondément ennuyeux, ce qui a été fait par d'ailleurs certains de mes prédécesseurs. J'ai voulu rompre avec cette logique pour, à l'intérieur vraiment ou au milieu du bouquin, faire des chapitres plus thématiques sur le fonctionnement quotidien du tribunal révolutionnaire, sur la dépendance du tribunal révolutionnaire à l'égard du pouvoir politique, du comité de salut public, qui était une problématique qui avait été un petit peu éludée par les historiens précédents du tribunal, qui remontent d'ailleurs à plusieurs décennies. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas écrit sur ce sujet. Et ensuite, j'ai consacré notamment un chapitre aux victimes du tribunal qui étaient les grandes victimes de la cour, les Marie-Antoinette, les Madame du Barry, etc. J'ai consacré un autre chapitre aux victimes révolutionnaires, parce qu'évidemment le tribunal a lui-même broyé les gens qui l'avaient créé, donc les Barnave, les Danton, les Robespierre, etc. etc. Donc j'ai voulu introduire une réflexion un petit peu originale à travers des chapitres qui se distinguaient d'une pure linéarité qui aurait été effectivement très vite ennuyeuse, parce qu'il fallait donner une cohérence à tout ça. Et quand vous écrivez un livre d'histoire, effectivement, vous ne pouvez pas vous contenter d'un récit linéaire, des faits, aussi intéressants soient-ils. Vous êtes obligé quand même, on en parlait tout à l'heure, non seulement d'apporter votre style, mais d'apporter aussi quelque chose sur le plan de la construction générale de votre récit. Et de ce point de vue, le plan d'un livre, c'est quand même très important, parce que vous construisez votre sujet et vous faites le déroulé de ce que vous allez raconter selon un présupposé que vous avez défini, mais qui lui-même conditionne quand même une certaine problématique, une certaine analyse et une certaine façon de voir le sujet dont vous allez parler. En histoire, il y a aussi des écoles, des chapelles, des manières d'appréhender l'histoire, l'école des annales, il y a plusieurs chapelles comme ça, Alain Hugon. Est-ce que on est un peu obligé quand même, quand on est historien institutionnel, comme vous l'êtes tous plus ou moins ici, est-ce qu'on est obligé de prendre ça en compte? Est-ce qu'on est obligé de se dire je suis quand même dans une école, il faut que j'en passe par là? Qu'est-ce que ça change? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Il faut connaître ces écoles, ce sont des apports historiques, donc ça c'est indispensable. Mais ces écoles elles-mêmes, elles ont une vie, elles ont une évolution, elles ont des mutations. Le Goff a fait une biographie, Marc Bloch n'en a pas fait pour l'école des Annales. Je pense qu'il faut absolument avoir connaissance de ce champ de la production historique. Ça, c'est vraiment indispensable, de toutes les méthodes surtout. Mais il y a des évolutions. J'ai commencé dans le quantitatif et j'ai terminé, alors là, c'est par des lettres d'amour quasiment dans mon bouquin. Donc je pense que l'éclectisme, en ayant connaissance de toutes les techniques, de toutes les méthodes, je pense que l'éclectisme, c'est ce qui est le plus important. À moins de vouloir faire école, dans ce cas-là, c'est une volonté de transmission, de pérennité, c'est croire en son destin, ce qui est peut-être le cas pour certains.
Oui, mais ce que je veux dire aussi, c'est que quand on est un historien de l'université, on est à la fois très libre, parce qu'on est le spécialiste, peut-être on fait partie des 2-3 grands spécialistes, mais à la fois, est-ce que justement, on pense aux deux autres en se disant, là-dessus, lui connaît mieux ce dossier que moi, il va falloir que je... Est-ce qu'il y a ce trac-là quand on écrit l'histoire ? Je pense pas. Pour ce livre-là, le meilleur spécialiste, c'était pas moi pour écrire ce livre-là. C'est un collègue à qui je me suis adressé, etc. Donc c'est pas grave non plus. Il voulait pas le faire, donc j'ai fait le livre parce que je le pensais utile, ça m'intéressait. Il y a la devise de Guillaume le Taciturne, quoi. Point n'est besoin de réussir pour entreprendre. J'ai envie de faire ce travail-là. Il faut faire ce travail-là. C'est indispensable. Et peu importe les écoles, à moins qu'on croie à son destin ou qu'on veuille se reproduire, je sais pas. Mais ce qui est important, je pense, c'est surtout la rigueur, les méthodes et la rigueur, et faire quelque chose d'à peu près honnête. Mais ça s'est calmé, cela dit aussi, cette guerre des écoles peut-être en France, en tout cas. Je pense qu'alors... Cette rivalité, je pense que maintenant, ce sont plus des rivalités institutionnelles avec les différentes écoles. Je citerai aucune école, mais et institutionnelles et aussi, alors je crois que mes collègues sont quasiment tous parisiens, sauf Elisabetta qui est de Chambéry, mais où on voit aussi une forte, non pas une rivalité, mais effectivement, excusez-moi, on est à Versailles, on peut le dire, hein, mais le centralisme parisien au niveau institutionnel, au niveau des études historiques, est colossal. Vraiment, il est extrêmement fort. Alors, en travaillant sur l'étranger, moi, ça me gêne moins, mais je crois que c'est quand même d'une puissance. Je crois que 85% des thèses en histoire moderne sont réalisées à Paris, ce qui est quand même 85% pour 20% de la population. Alors là, je suis complètement en dehors de votre sujet sur les écoles, je m'en excuse. Non, mais c'est intéressant aussi. Parce que, alors je vais encore parler de moi, mais moi j'ai fait des études à Angers, puis après je suis allé à la Sorbonne. Et en fait, quand je suis arrivé à la Sorbonne, tous les profs que j'avais, c'était les types qui avaient écrit les manuels que je lisais à Angers. Et ça compte, ça, quand même, dans la manière de lire ensuite un livre. C'est-à-dire qu'on se dit, lui, c'est un côté vedettariat même. Hein. Évidemment, c'est pas Nabila, mais je veux dire, ça compte aussi dans la manière de lire et donc d'écrire. Quand on est une vedette de l'histoire, quand on écrit le bébé Gigi, qui est le manuel du XVIe siècle, qui est une sorte de Bible, comment on écrit ensuite ? C'est assez fascinant, ça, de se dire qu'on a une sorte de pouvoir comme ça, en fait. Alors, je ne peux pas répondre puisque je ne suis pas dans ce cas-là. Je ne suis pas un auteur, je pense, qui ait cette dimension-là. Donc je ne peux pas vous dire non plus. C'est que où ça pose problème, c'est plus au niveau du travail très concret, quoi. Les archives, les bibliothèques, il faut venir la moitié du temps à Paris pour travailler, c'est tout. Ou alors à l'étranger, qu'on travaille sur l'étranger pour mon cas. Ce qui est un vrai problème au niveau de l'investissement. Je ne ferai pas de commentaires sur les grandes institutions françaises qui n'investissent pas en dehors. L'atout de la France, c'est Paris, et on développe Paris, quoi. Là, je suis en train de recommencer les anciennes des années 50, Paris, le désert français. J'ai oublié son gravier, si je ne me trompe pas. Mais effectivement, c'est une vraie question en France, quoi. Moi, je le ressens, du moins, pour tout ce qui concerne les collègues qui travaillent. Il y a d'excellents historiens, quoi. Je crois qu'on est à peu près tous au même niveau. Moi, je n'ai pas beaucoup rencontré de collègues qui ne travaillaient pas, qui n'étaient pas sérieux. Je crois que les universités se valent, qu'elles soient à Angers, à Caen, à Paris ou quoi que ce soit. Il y a des très bons historiens partout. C'est vrai, d'ailleurs, c'est intéressant ça, Antoine, à propos de la Révolution. On n'écrit pas sur les guerres de Vendée de la même manière quand on est à Paris que quand on a grandi dans les Mauges, à Beaupréau ou Cholet, etc. Il y a le collège d'Elbé, la rue Bonchamp, la statue de Catlino, etc. Évidemment qu'on n'écrit pas sans qu'on prenne parti ou pas. Je veux dire, on n'a pas du tout la même vision et donc la même écriture de l'histoire. Non, c'est sûr. Alors moi, évidemment, qui suis historien de la Révolution française, c'est vrai que j'étudie une période qui a très rapidement clivé les historiens, vous le savez. Dès les premières années du 19e siècle, on s'est écharpé sur la terreur, 89 contre 93, 89 est-il dissociable de 93, les deux sont-ils indissociables? Voilà, on en parle encore aujourd'hui. Vous avez Michelet, dont on va parler dans les années 1840, qui évoque le grand souffle épique de la Révolution, puis quelques décennies plus tard, vous avez Hippolyte Taine, qui vient casser tout ça en dénonçant la terreur, l'ignominie, l'arbitraire, et tout ça c'est pour
poursuivi au XIXe siècle et au XXe siècle, avec évidemment la révolution russe, qui a eu un impact très important sur l'historiographie révolutionnaire, avec le camp marxiste ou post-marxiste, et je le dis sans problème, puisque eux-mêmes se revendiquaient de cette tendance. Albert Mathieu, Georges Lefebvre, Albert Soboul, etc., qui sont tous ces grands historiens du XXe siècle, qui étaient très imprégnés par l'héritage soviétique et qui cherchaient dans leurs travaux, d'une certaine manière, à légitimer la révolution russe. Je crois que c'est assez clair. Puis à partir des années 70, vous avez l'école de François Furet qui apparaît, de Mona Ozouf, avec ce qu'on a appelé, avec des guillemets, on ne parle pas du tout du même concept que l'autre période à laquelle vous allez penser, mais ce qu'on a appelé l'histoire révisionniste de la Révolution, c'est-à-dire une histoire critique qui sort du dogmatisme, qui sort de l'interprétation définitive et qui essaye de poser des questions qui ne soient pas des questions taboues pour sortir un peu du cadre que l'historiographie marxiste avait tracé. Et c'est encore très prégnant aujourd'hui. Il a pris cher d'ailleurs. François Furet. Alors plus pour le passer d'une illusion ensuite, mais quand même. Est-ce que quand on est dans cette position de remise en cause, qui est quand même ce que font la plupart des historiens en général, en tout cas en partie ou en marge, mais est-ce qu'on retient sa plume? Est-ce qu'on se dit voilà, je vais me créer des ennuis là? Je ne suis pas sûr que M. Furet, avant son décès, se soit posé la question de savoir s'il allait se faire des ennemis ou pas. Il s'en est fait, ça de fait, évidemment. Et vous moi, je prétends pas faire, très sincèrement, je ne prétends pas faire partie d'une école particulière. J'ai une vision, c'est vrai, assez critique sur le phénomène de la terreur. J'essaye, d'analyser les choses assez objectivement, le plus objectivement possible. Il y a une école aujourd'hui encore de nos jours, qui est incarnée notamment par Jean-Clément Martin, qui est une école qui cherche à tort ou à raison, ça serait beaucoup trop long d'en parler ici, mais qui cherche à relativiser la terreur, à expliquer que ça n'a pas été un phénomène officiellement décrété par la Convention, que ça a été quelque chose qui est le fruit d'initiatives individuelles. Donc on a encore ce côté clivant aujourd'hui. Vous avez encore aujourd'hui des historiens qui sont ouvertement contre-révolutionnaires. Claude Quetel vient de sortir un livre chez Perrin et Talandier, Croix ou meurt, où effectivement il essaie d'expliquer que la Révolution est une catastrophe du 5 mai 1789 au coup d'État du 18 Brumaire. On peut relativiser un peu les choses, mais on est encore toujours aujourd'hui dans cette histoire de la Révolution où au-delà des faits, c'est l'interprétation qui compte et où chaque historien va apporter sa propre sensibilité et sa propre lecture des événements pour dire que effectivement il y a eu plutôt ceci ou plutôt cela. Mais voilà, surtout sur une période comme la Révolution, j'imagine, je peux me tromper, que c'est peut-être moins le cas pour les sujets de mes camarades, mais en tout cas sur la Révolution, bien entendu, on est toujours, et je pense qu'on sera encore longtemps, dans cette fracture entre ces deux écoles historiographiques, entre guillemets, celle de gauche et celle de droite. C'est un peu triste de le dire comme ça, mais de fait, c'est quand même une histoire très politique. L'histoire de la Révolution est très politisée et qui a toujours été très politisée. Cher Éloi. Alors, je m'inscris pleinement dans ce que Antoine Boulan vient de dire. Je suis tout à fait d'accord. Pour ma part, puisque j'ai écrit ce livre sur la Révolution, auparavant, j'avais travaillé sur l'Empire et sur la Restauration, et ce sont des périodes qui sont beaucoup moins clivantes. On ne verra pas des historiens s'invectiver dans des émissions à la télé sur le règne de Louis XVIII, où vraiment, j'en serais extrêmement surpris. De même, Jean Tullard a parlé de l'Empire pendant des décennies et des décennies. Il n'a jamais eu de contradicteur. Il n'y a pas de débat. On ne sent pas vraiment on ne se sent pas menacé. Quand on travaille sur la Révolution, on se dit, effectivement, si j'écris ça, quelle école va me tomber dessus, quel article foudroyant pourra éventuellement venir me critiquer. Je me souviens quand j'ai commencé à écrire Le Temple, j'ai dépouillé les revues sur la Révolution, j'ai dépouillé les annales historiques de la Révolution française et j'ai été terrifié en lisant les comptes rendus de livres qui sont souvent d'une méchanceté absolument atroce. Et je me suis dit, mais ce sont donc des historiens qui n'ont que ça à faire, qu'ils soient d'un côté d'ailleurs ou de l'autre, que de se critiquer entre eux depuis des décennies. Donc j'ai décidé de pas trop m'en soucier, enfin pas non plus me mettre à dos des pontes de l'université, mais de ne pas m'en soucier du moins le moins possible, en considérant que c'est peut-être à cause de ça que l'historiographie de la Révolution, à ce que je trouve, patine quand même depuis plusieurs décennies. Il n'y a pas de grands livres, il n'y a pas de grandes avancées. Les archives que j'ai consultées sur le Temple et de manière plus générale sur la Révolution sont des archives qui n'avaient pas été vues pour certaines depuis plus d'un siècle. Donc, à force de s'engueuler entre eux, les historiens n'arrivent plus peut-être à faire progresser la connaissance de la Révolution, et je trouve ça regrettable. Et j'en suis peut-être indirectement une victime, puisque quand j'étais au lycée, je n'ai pas étudié la Révolution. On m'a présenté ça comme une sorte d'éternel inaccessible moment de perfection. Je n'ai rien eu, aucune chronologie, aucun cadrage, aucun nom. Donc j'en ai beaucoup souffert, et écrire ce livre est un peu cathartique, puisque à travers le temps, ce que j'ai voulu faire, c'est essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce que c'était que la Révolution et quelles avaient été ses étapes. C'est pour ça aussi que j'ai commencé
avec le début, pourquoi le temple, en remontant même en 89 dans l'introduction, parce que je voulais savoir, mais qu'est-ce que c'est que cette révolution? On voit des tribunes dans les journaux de gauche, de droite régulièrement, le Figaro Histoire fait une fois par an un spécial terreur sur la révolution, mais je ne sais toujours pas, ne serait-ce la législative, puis la convention, quels étaient les personnages importants, je n'avais aucun repère, et je pense que là aussi les lecteurs en souffrent peut-être de voir des livres qui sont partisans, qui sont des livres à charge, et pas non plus des livres qui expose simplement qu'est-ce qui s'est passé. Il est rare qu'un historien se présente son livre comme un livre à charge et partisan. Oh, il y a quand même eu des débats assez violents. Sous-entendu, peut-être que le vôtre l'est aussi. Non. J'ai essayé de faire le moins de vagues, comme je vous disais, mais les polémiques. Donc, mais vous avez retenu un peu la plume de temps en temps. Vous vous êtes dit, ça va encombrer, ça va parasiter. Peut-être que ma plume est allée moins vite et que je me suis dit, oh là, il y a eu tel article, de tel auteur, je vais vérifier, je risque peut-être de dire aussi quelque chose qui n'est pas juste, et j'ai peut-être creusé plus la question de l'historiographie, la question des articles les plus récents, parce que ça, on peut écrire en prenant un François Furin, un Soboul, mais ce sont des choses qui sont datées, qui ont une trentaine d'années, il y a des articles, il y a des thèses sur des points de détail qui sont quand même pas mal, donc ça m'a permis aussi de creuser un peu plus certaines questions au niveau, par exemple, de la violence révolutionnaire, certaines biographies de certains personnages, il y a des travaux biographiques assez récents qui sont important. Il y a des fonds d'archives qui parfois sont signalés dans les sources de certains travaux qui viennent de paraître. J'ai rajouté les dernières notes de bas de page la veille de donner le bon à tirer parce qu'il y avait un article qui était paru qui m'avait paru très intéressant et du coup j'avais dû changer un petit paragraphe. Donc l'histoire quand même ne s'arrête jamais de progresser. C'est quand même une richesse, mais pour la Révolution ça peut être très violent. Et Elisabetta, même question initiale, est-ce que vous pensez à votre chapelle, à votre école, quand vous écrivez? Et alors c'est particulièrement intéressant avec vous, qui êtes entre l'Italie et la France. Oui, non. Pour ce livre, non, je ne me suis pas posé la question. Est-ce que ma formation peut influencer l'écriture de ce livre? Non, je ne me suis pas posé la question. Moi, j'ai une formation en italien, j'ai étudié en Italie, j'ai passé mon master en Italie et mon doctorat en Italie. Je suis de formation, j'ai suivi l'école de la microhistoire de l'Université de Genova, donc Edoardo Grendi, Angelo Torre, qui est le directeur de ma thèse. Donc j'ai une formation microhistorique italienne, de la microhistoire italienne. Peut-être cette formation m'a un peu influencé dans la manière de lire des sources, peut-être dans l'attention à quelques détails justement de microhistoire, mais ma thèse de doctorat, évidemment, c'est une thèse de microhistoire, oui, voilà. Mais pour la biographie, non, je ne me suis pas posé la question. Je me suis plutôt posé la question si j'ai été en mesure d'écrire cette biographie, parce que je ne suis pas une spécialiste du XVIIe siècle française, je ne suis pas une spécialiste de la monarchie française, je ne suis même pas française. Donc, oui, je me suis posé d'autres questions, mais pas la question de mon école. Mais qu'est-ce qui motive justement, c'est une autre question, ça, pour écrire l'histoire, qu'est-ce qui motive? Parce qu'un travail comme ça, c'est, j'imagine, peut-être 3-4 ans, je ne sais pas, mais c'est beaucoup d'investissement. Qu'est-ce qui motive? Mais notamment pour Philippe d'Orléans, moi, j'ai rencontré Philippe d'Orléans en étudiant la correspondance de Victor Aimé II avec la France, parce que j'étudiais Victor Aimé II pour d'autres raisons, j'étais en train d'étudier des prophétesses mystiques protégées par le duc de Savoie à la fin du XVIIe siècle. Et j'étudiais sa correspondance. J'ai trouvé la correspondance de Philippe d'Orléans. Évidemment, je connaissais déjà les personnages, même si je ne suis pas spécialiste ni de Louis XIV, ni de la monarchie française. Et j'ai trouvé ces lettres très, très intéressantes, très émouvantes aussi. Et alors, j'ai commencé un peu à noter quelque chose sur le personnage. Et puis, je me suis dit, mais pourquoi pas ne pas écrire une biographie sur Philippe d'Orléans, même si je ne suis pas évidemment spécialiste
Philippe d'Orléans ou de Bourbon. Je ne connaissais pas, et même pas, par exemple, cette polémique entre Bourbon et Orléans qui est encore assez brûlante aujourd'hui. Je vois que, et, par exemple, je ne connaissais pas du tout ces problèmes, cette question, et je me suis posé la question pendant la rédaction du livre, évidemment, mais pas avant la rédaction du livre. C'est peut-être plus confortable, finalement, d'écrire sur un sujet pas qu'on connaît moins, mais qui nous parle peut-être moins viscéralement. Peut-être oui, parce qu'on est un peu plus libre, peut-être, parce qu'on n'a pas étudié, on n'a pas étudié notamment ce thème-là de la monarchie, on n'a pas étudié en France, donc on n'est pas lié à des écoles françaises. Peut-être, par exemple, moi j'ai lu une recension de mon livre où l'auteur notait que mes origines italiennes m'ont permis de m'approcher d'une manière plus détachée de la question du personnage, de la question du rôle de Philippe d'Orléans à la cour de Louis XIV. Oui, peut-être je suis d'accord avec l'auteur de la recension. Oui. Alain Hugon, ça c'est un des basiques finalement de l'histoire. Il faut d'abord se débarrasser de ses prénotions, de ses préjugés, avant de se lancer dans l'écriture. Ou est-ce qu'au contraire, ça peut être finalement un leitmotiv, enfin une motivation supplémentaire? C'est une bonne question. Est-ce qu'il faut se débarrasser de ses préjugés? Est-ce qu'il faut désapprendre avant de oui, alors l'étude? bien sûr. Okay, là-dessus, je crois que c'est plus à notre niveau, c'est plutôt au niveau des étudiants où on leur apprend effectivement pendant 3 ans, 4 ans, ils apprennent, on garde les repères, puis ensuite on apprend que ces repères sont complètement faux pour mieux se réancrer, se redéterminer, etc. Mais je crois, se débarrasser des préjugés. Je pense que ce que dit Elisabetta Del Burgo, c'est vraiment important, le fait de partir. Moi, j'insiste beaucoup sur ce qui n'est pas français, sur ce qui est ailleurs. C'est le meilleur moyen de se connaître soi-même. Bon, c'est Triste Tropique de Lévi-Strauss, hein, c'est le bon flagrant. Il n'a rien compris au Brésil, il le dit bien, mais il a tout compris. Il a tout compris. Il s'est mieux connu ensuite. Et je crois que c'est vraiment important pour revenir les faits retours que décrit Elisabetta sur Philippe d'Orléans. C'est vrai que je pense que bien souvent, un regard extérieur est plus pénétrant qu'un regard du roman national. Je ne sais pas s'il faut parler du roman national pour Louis XIV. La transition, c'est fabuleux. Je voulais y arriver à ce roman national, là, justement. Qu'est-ce que c'est? Alors, roman national, tout le monde connaît. C'est cette manière de raconter l'histoire, un peu comme un roman, justement, que Antoine Boulan déteste tant, mais c'est pas un roman en fait. Il y a quelque chose de partisan là-dedans. Il y a quelque chose de politique dans le roman national. Qu'est-ce qu'on peut définir comme des bons élèves les termes roman national? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est considéré qu'il y a une prédestination nationale, grosso modo, de Hugues Capet jusqu'à la monarchie française, la République française, avec un président ayant beaucoup de pouvoir, l'un des exécutifs les plus forts. On a toute une histoire qui se déroule sur 987. On y va. On peut même remonter à Clovis si on veut. Effectivement, ce roman national où il y aurait une destinée et on interprète, en passant par Jeanne d'Arc, par le bon Henri IV, Louis XIV, évidemment, la Révolution. Alors là, la Révolution, c'est un peu le problème. On ne sait pas de quel côté il faut passer, mais on passe d'un côté ou de l'autre. On reprend Louis XVIII, on ne le reprend pas. On prend l'Arc de Triomphe qu'on accepte ou qu'on refuse, etc. C'est toute cette lecture-là. Alors, le roman national, effectivement, c'est une volonté d'ancrer le passé dans le présent, c'est-à-dire se justifier en grande partie. Moi, je le vois à peu près comme ça. D'où l'énorme avantage du décentrement que je n'arrête pas de préconiser, c'est-à-dire de penser d'ailleurs. C'est encore plus facile quand on vit à l'étranger. Plus facile et plus difficile parce qu'on n'est plus chez soi non plus. C'est compliqué. Mais ce décentrement, il est vraiment important et ça évite toutes les tas du roman national. Alors dernièrement, on a parlé plutôt de récit national pour tenter de dire mais non, on ne fait pas de l'imagination, non, Clovis c'était bien ça, mais à mon avis il n'y a pas beaucoup d'écart. Un récit c'est the story et c'est pas de history, si je peux me permettre, c'est pas de l'histoire au sens propre. Mais il y a quelque chose de péjoratif là-dedans. On ne peut pas, de toute façon, moi ce qui me fascine c'est de voir quand certains mettent en parallèle ou confronter l'histoire institutionnelle et le roman national, comme si c'était la même balance. On est d'accord, il y a quelque chose de quand même politique là-dedans, Charles-Éloi Vial.
dans le roman national? C'est pas une discipline d'histoire, le roman national. Non, c'est pas une discipline d'histoire. Et de ce que j'en lis dans la presse, parce que je suis ces questions d'assez loin, il me semble que le roman national, on aurait une sorte de chronologie qu'on ferait avaler à des élèves d'école primaire, de collège, de lycée, une chronologie où il y aurait, oui, peut-être une prédestination, des figures un peu totémiques qui seraient toujours les mêmes, un Louis XIV, un Napoléon, une Jeanne d'Arc, un Clovis. Est-ce que c'est vraiment ça l'histoire? Est-ce que c'est ça l'histoire que l'on veut apprendre aussi aux générations qui nous suivent? J'en suis pas tout à fait sûr. Après, ça a peut-être quand même quelques mérites, quelques vertus. Pour moi, qui sort encore une fois, il n'y a pas si longtemps du lycée. Enfin bon, il y a une dizaine d'années, mais quand même, non, un peu plus. Allez, une quinzaine d'années, c'est vrai. Ce que j'en ai retenu, c'est que on est très vite perdu dans la chronologie si on n'a pas au moins quelques figures. C'est ce que vous disiez. Vous apprenez à vos étudiants à se repérer dans une chronologie, puis ensuite vous brouillez un petit peu les cartes en leur disant c'est pas tout à fait ça. Peut-être qu'au début, en tout cas, c'est bon d'avoir quelques figures. C'est peut-être aussi pour ça que les biographies chez les éditeurs marchent à chaque fois très bien. Enfin, pour beaucoup de biographies, que ce soit Molière, que ce soit Napoléon, on a besoin de quelques figures, on a besoin de s'y retrouver, de connaître des personnages, des destins individuels, avant d'en arriver à se poser la question est-ce qu'il y a un destin collectif ou pas? Mais c'est peut-être simplement une première étape. Donc le roman national, on va dire c'est du niveau 6e. Ensuite, il faut essayer de trouver autre chose. Roman national, donc des personnages, effectivement. Et Molière, c'est un de ces grands personnages qui doit avoir les épaules qui fatiguent à force de porter justement ce poids du roman national qu'on lui impose. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Molière nous permet de dater la naissance du roman national en général, et plutôt en ce qui le concerne lui, c'est-à-dire la Troisième République. C'est-à-dire que le Molière qui apparaît avec la Troisième République est un Molière qui est totalement différent de ce que j'essaie de montrer dans mon livre, c'est-à-dire, par exemple, le Molière populaire est inventé sur la Troisième République. Qu'est-ce que ça veut dire, Molière populaire, et pourquoi ça fait partie du roman national? Tout simplement parce que on a eu besoin, au lendemain de la défaite contre la Prusse, on a eu besoin de fabriquer une France qui continuait à rayonner sur l'Europe. Et par quoi elle continuait à rayonner? Par ses écrivains. Et ces écrivains, qu'est-ce qu'ils avaient comme particularité? Eh bien, il y en a quelques-uns, Rabelais, La Fontaine, Molière, qui reflétaient l'esprit gaulois. Et cet esprit gaulois, qui est une fabrication donc, de la Troisième République, remontait juste donc au moins au Moyen-Âge. C'est gaulois, ça peut remonter plus haut. Mais, et Molière, du coup, alors cet esprit gaulois, c'est quoi? C'est quelque chose qui sait parler au peuple. Et pourquoi est-ce que ça sait parler au peuple? C'est parce qu'on est dans la Troisième République, un âge où on ne sait pas comment va évoluer. Est-ce qu'on va tomber du côté des Orléanistes, des Bourbons, des Napoléons, enfin, et finalement c'est la République qui reste. Et du coup, il y a cette fabrication de cet homme-là, et l'homme qui apparaît à ce moment-là, il est totalement différent de celui qu'on peut reconstituer aujourd'hui. Le fait que, par exemple, on a appris à l'école que ce pauvre Molière, il avait dû subir les caprices de Louis XIV, qui lui commandait des choses, alors que lui, il avait envie de faire autre chose, que ce pauvre Molière qui aimait être les fourrus scapins, eh bien, en fait, malgré tout, ce qu'on l'oblige à faire, c'est des grands spectacles, c'est des spectacles de cour. Et puis pourquoi il est là tous les matins, un trimestre par an, auprès du lit du roi, en train, comme nous l'apprend Mathieu d'Avigné, en train de s'occuper de la partie basse du lit, parce que les valets de chambre, les tapissiers valets de chambre du roi s'occupent de la partie basse du lit du roi et non pas de la partie haute du lit du roi. Ce sont les valets ordinaire, si je puis dire. Et donc, il y a tout un tas de choses comme ça qui ont été gommées, qui ont construit une image de Molière qui est totalement différente du Molière qui, en fait, quand on travaille dessus, on s'aperçoit que le public qu'il a constamment porté, c'est le public de l'aristocratie, de la ville et de la cour, et de la haute bourgeoisie, et de la bourgeoisie marchande qui singeait la haute bourgeoisie, qui singeait l'aristocratie de la ville, de la cour. Et puis, il suffit de savoir que le peuple ne pouvait pas se payer une place de théâtre au XVIIe siècle. Donc, c'était impossible. Donc, à partir de ce moment-là, on s'aperçoit qu'il y a une autre image et qui est totalement différente de celle du roman national. Et puis, le roman national, c'est aussi qu'est-ce que c'est qu'un génie? Un génie, au XIXe siècle, quand on fabrique les images de Molière, un génie au XIXe siècle, c'est un homme qui est phtisique. Il meurt de la tuberculose. Donc, il se trouve qu'on sait qu'il est mort en toussant, une veine s'est rompue dans ses poumons, il s'est étouffé dans ses poumons. Les gazetiers nous racontent que 10 ans plus tôt, il est tombé une fois malade, puis l'année suivante, une autre fois malade. Après, on n'en parle plus jamais. Mais les historiens, les médecins du 19e siècle se sont jetés là-dessus pour dire, vous voyez, il est tombé une fois malade en 1165, l'année suivante, c'est une rechute,
Et après, c'est une longue décrépitude jusqu'à sa mort finale. Parce qu'on avait besoin de fabriquer un Molière phtisique, mélancolique, voilà, correspondant à l'image du grand écrivain. Et en fait, quand on se rend compte, quand on lit les textes contemporains, on s'aperçoit que la Gazette d'Amsterdam, lorsqu'il meurt, dit « il est mort, mais si subitement qu'il n'a presque pas eu le loisir d'être malade ». Donc l'image que les contemporains nous donnent, elle est totalement différente. Mais là, on voit comment... Il y a vraiment quelque chose qui s'est fabriqué. Et sur scène, et dans le fauteuil, etc. Ah ben, bien sûr, il n'est pas mort sur scène. Mais là encore, c'est au XIXe siècle. Au XIXe siècle, on allait au théâtre comme aujourd'hui le soir. Et donc, quand on lit ce que les liseurs de Molière, il a eu ses premiers moments d'étouffement à 9h du soir et il est mort à 10h. Et donc, on s'est dit, la légende selon laquelle il est mort en scène, c'est bien ça. Mais il se trouve qu'au XVIIe siècle, on jouait l'après-midi. C'est-à-dire que... Et donc, la pièce a fini avant la nuit. Il fallait absolument que ça finisse avant la nuit parce que les rues de Paris étaient extrêmement peu sûres. Donc, les spectacles devaient... Et donc, le spectacle, au plus tard, on était en février en plus, ça a terminé à 17h30 ou 18h, mettons. Et il meurt à 9h du soir. Donc voilà, il y a tout un tas de choses comme ça qui... Et c'est à ce moment-là aussi, je termine, qu'on commence à parler de la langue de Molière. La langue de Molière, c'est une invention de cette période qui fabrique le roman national dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et alors justement, on va rester quand même un peu sur Molière, mais à quitter le roman national pour se diriger plus dans le récit, la chronique, éventuellement les polémiques de l'histoire. Et vous me voyez venir. J'ai un bon ami, Franck Ferrand, qui défend la thèse selon laquelle Molière n'a pas écrit ces pièces, c'est Corneille qui les a écrites. Mais votre ami Franck Ferrand, il a un fonds de commerce. Non, on ne polémique pas sur Franck. Maintenant, c'est pas la question. Attendez. Si. Parce que quand même, quand il fait ses émissions... Non, il n'est pas là. Non, mais quand il a fait les émissions là-dessus, il a invité tous les gens qui disaient c'est Corneille qui a écrit les pièces sur Molière et aucun universitaire, parce qu'aucun universitaire... Là où je veux en venir, c'est que il y a ce genre de thèse, oui, mais qui, d'une certaine manière, quand même, est-ce que ça ne fait pas vivre le personnage ? Pour vous, c'est une aberration ce que je raconte. Vous êtes historien, vous êtes là pour dire la vérité. Mais est-ce que quand même, justement, vous voyez, je parle de Franck, tout de suite, paf, ça éclate et tout ça, on en parle, on fait des émissions et tout ça, ça fait quand même parler de Molière. Ça fait parler de Molière. Oui, si vous voulez, mais est-ce que Molière a besoin qu'on parle de lui comme ça ? Il est tout le temps représenté, tous les ans, il y a des dizaines de pièces de théâtre de lui. Aller chercher une histoire inventée de but en blanc par Pierre Louis en 1919, parce que quelques mois plus tôt, il y a un professeur au Collège de France, un historien, Abel Lefranc, qui avait écrit un livre sur le William Shakespeare sous le masque du 8e comte de Derby, etc. Mais c'est fascinant quand même, qu'on y croit ou pas. Mais c'est pas plus fascinant que toute autre théorie du complot. Hein. C'est pas plus fascinant que toute autre. On n'est pas là-dedans. Non, mais si. Le raisonnement, c'est une théorie du complot. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'il y a eu un secret entre Corneille, Molière et Louis XIV. Le principe, c'est ça. Et donc, que tout d'un coup, il y a un type au XXe siècle qui s'appelle Pierre Louis, qui est un poète, amateur de supercherie, auteur d'une des plus grandes supercheries de la littérature française, qui est les chansons de Bilitis, qu'il a fait passer pour une poétesse grecque, qu'il a traduite, qu'il a commentée, etc. Et puis 2 ans après, il a dit non, c'est moi, Bilitis, et tout le monde était tombé dans le panneau, y compris les professeurs de grec de la Sorbonne. Bon, c'est un obsédé de la supercherie. Il a écrit sous des dons, plein de livres érotiques sous des noms d'emprunt, etc. Bon, bref, tout d'un coup, il invente ça. Mais quand on regarde... il a trouvé ce secret. Mais quand on regarde la réalité des choses, on s'aperçoit que tous les contemporains savent qu'il y avait une forte hostilité entre Corneille et Molière, que quand on lit l'École des femmes, on arrive dans la première scène, un passage où Chrysalde dit à Arnolphe « Je sais un paysan nommé Gros-Pierre, etc. » et qui raconte qu'il voulant se parer d'un titre et d'un fossé bourbeux... Enfin, voilà, il suffit, il prit le nom d'une terre qu'il fait entourer d'un fossé bourbeux et il termine en disant « Et de Monsieur de Lille en prit le nom pompeux ». Monsieur de Lille, c'est le nom de fief de la famille Corneille. Thomas Corneille, auteur à succès à l'époque, on l'appelait tout le temps Thomas Corneille de Lille ou Monsieur de Lille ou le Sire de Lille. Tous les contemporains ont compris que Molière se fichait de la famille. Et qu'est-ce qu'on apprend aussi ? Que, évidemment, première de l'école des femmes, la famille Corneille a fait une cabale pour faire tomber l'école des femmes. Alors après, qu'on dise c'est Corneille qui a écrit ça, moi je veux bien, mais... Non, c'est pas la question, mais c'est Pierre-Louis, donc début 20e, qui en parle. On en a reparlé, ça revient de temps en temps, régulièrement, cette histoire. Est-ce que
qu'on le veuille ou non, ça fait pas partie de l'histoire de Molière maintenant. Qu'il y ait eu cette idée en tout cas. Je vais finir par le croire, puisque chaque fois on me pose la question. Ouais. Mais alors dans la même veine, et pour changer de question... Je sais qu'il y a des choses Non, mais c'est la même chose. Oui. Moi j'ai écrit sur le masque de fer, oui. et j'ai repris toutes les théories. Et il y a une des théories qui dit que c'est Molière sous le masque de fer. C'est parfaitement farfelu, on est d'accord. Mais n'empêche, le type s'appelait Anatole Loquin. Au 19e siècle, il a cette idée, une sorte de... Et il travaille son sujet. Il a écrit 5000 pages sur Molière pour essayer de prouver que c'était le masque de fer. Il a tort, c'est évident, il a tort, c'est complètement farfelu, grotesque. Mais n'empêche, sur Molière, moi, en lisant ses œuvres pour travailler cette théorie, j'ai appris plein de choses sur Molière. Qui étaient, je veux dire, pas des choses farfelues, parce que pour arriver à sa théorie, il fallait qu'il revisite toute l'histoire et les documents sur Molière. Ce que je peux vous dire, c'est que les documents sur Molière au XIXe siècle, ils commençaient à peine à apparaître. Tout ce qu'on lit, les biographies sur Molière qui paraissent au XIXe siècle, les travaux sur Molière, à part un groupe d'historiens qui va se surnommer moliéristes à la fin du XIXe siècle, qui travaillent dans les archives, qui travaillent les archives nationales, qui vont partout, qui nous ont beaucoup aidés justement. Et il y a un magnifique livre fait par des archivistes en 1962 qui s'appelle 100 ans de recherche sur Molière. Mais à part ce groupe-là qui va devenir plus important, tout ce qu'on raconte sur Molière, les soi-disant recherches qu'on a pu faire, c'est entièrement faux. Je veux dire, la plupart, ce sont des choses inventées. J'aimerais bien lire un de ces jours, et je me plongerai, si j'ai du temps, sur votre auteur, parce que moi, je suis fasciné de voir que tous ceux qui ont écrit au XIXe siècle des livres ou des préfaces sur Molière se plaisent à raconter. Il y a un roman de Molière qui est apparu en 1705 par son premier biographe qui s'appelait Jean-Léonard Glalois de Grimaret. Et Grimaret, il a quasiment inventé tout sur... Et jusqu'à Mnouchkine, dans ce magnifique film qu'elle a fait, jusqu'au roman de Monsieur de Molière de Bulgakov, tout ça s'est informé par Grimaret, alors même qu'à la fin du XIXe siècle, tout le monde a démontré que, découverte après découverte, ce qu'avait écrit Grimaret, c'était faux, alors même que Boileau, quelques mois après la publication de ce livre, dit... Tout est faux dans ce livre et il ne sait même pas des choses que tout le monde sait. Mais malgré tout, on s'aperçoit que on s'en fiche. Et c'est pour ça que cette histoire, pour l'histoire Corneille-Molière, j'ai fait un site internet sur lequel j'ai dû passer des milliers d'heures qui s'appelle Molière, auteur des œuvres de Molière. Je n'aurais jamais dû vous lancer là-dessus. En fait. Où je démonte point par point toutes les... Bon, point par point, je vous dis, ça m'a pris des milliers d'heures de répondre point par point à ça, un travail inutile. Alors que je sais que ça va me survivre. De même que je sais que ce brave Grimaret, que je démolis de fond en comble sans arrêt, il va me survivre. Que tout le monde, dès qu'on voudra se tourner vers Molière, on ira chercher Grimaret. Et dès qu'on voudra se dire, ah, quand même, Molière, il y a une histoire. Vous savez, il n'y a pas de fumée sans feu. Donc peut-être qu'en fait, il n'y a pas, etc. Et on va retourner vers les théoriciens du complot qui ont inventé cette histoire Corneille-Molière. Et mon site, quelques... curieux iront le voir, mais voilà, c'est ça l'histoire. Justement, on ne va pas faire tout sur Molière, mais ça me permet de faire une transition avec encore un autre courant, une autre manière d'écrire l'histoire que moi j'aime beaucoup, même s'il faut le prendre avec des pincettes, c'est celle de G. Le Nôtre, grand raconteur d'histoire, de vulgarisation historique, même si justement il y a cet épisode où il raconte que, parce que dans la thèse, Corneille a écrit les pièces de Molière, l'argument c'est on n'a jamais retrouvé d'écrit de Molière, rien du tout. Et G. Le Nôtre raconte une anecdote, c'est un paysan qui arrive avec une charrette aux archives après la mort de Molière, remplie de pièces de Molière écrites de sa main. Et le type qui est à l'entrée lui dit non, personne n'est là en ce moment, il faut revenir tout à l'heure dans 1 heure ou 2, et le gars avec sa charrette n'est jamais revenu. Ça c'est une histoire racontée par G. Le Nôtre qui est sans doute fausse, hein, mais ça contribue aussi à cette légende. Surtout qu'il y a plusieurs versions. Hein. Tantôt c'est aux archives, tantôt c'est à la Comédie Française qui va sonner. Bon. Chaque fois, il repart, bien sûr. Alors, il y a une réponse très simple à ça. Premièrement, il ne peut pas y avoir de manuscrits des pièces de Molière parce qu'il n'y en a pas de Corneille, il n'y en a pas de Racine. Les seuls manuscrits dont on dispose de gens du XVIIe siècle, ce sont les mémorialistes parce qu'ils n'ont pas fait publier leurs œuvres. Au XVIIe siècle, lorsqu'on en avait écrit un livre qui était publié, on jetait au feu, enfin, ou n'importe où, son manuscrit. Il se trouve que par ailleurs, il faut regarder les descendants.
une chose, c'est très intéressant, j'ai calculé en faisant la biographie de Racine que, comme il se plaignait d'être accablé de lettres qu'il devait écrire aux uns et aux autres, parce qu'à l'époque, on écrivait des lettres comme on envoie aujourd'hui des SMS, hein, avec paru tout boueux, les jours de pluie, on évitait de se déplacer. J'ai calculé que Racine avait dû écrire au moins 20 000 lettres. Qu'est-ce qu'on a conservé? On a conservé 200 lettres de Racine, alors même qu'il a eu 2 fils qui ont vécu dans une véritable religion d'adoration de leur père et qu'ils ont essayé de tout récolter, tout ce qu'ils ont pu trouver, ils ont tout récolté. Ils ont récolté un bout de pièce, qui était une Iphigénie en tauride, pour lequel Racine avait commencé à écrire un acte 1 en prose, bien sûr, puisqu'on écrivait d'abord en prose, et un début d'acte 2. Et puis il a changé d'avis, il a écrit le fameux Iphigénie qu'on connaît, l'Iphigénie en Aulide, enfin le titre c'était Iphigénie tout court. Et voilà pourquoi on a conservé ces traces-là. Et Molière, lui, il a eu 4 enfants, 3 sont morts. La 4e, c'est une fille qui a été élevée dans un couvent qui est resté jusqu'à l'âge de 25 ans. Quand elle est sortie, elle a épousé un organiste d'église, c'est-à-dire qu'elle était dans un milieu pour qui le théâtre empoisonne les âmes. Donc on ne voulait absolument pas entendre parler de ce qu'avaient fait ses parents, de ce qu'avait écrit son père. Et puis il se trouve qu'après la mort de Molière, Armand de Béjart se remarie avec un comédien qui s'appelle Guérin. Ils ont un enfant, Nicolas Guérin, qui complète une pièce de Molière. Molière avait écrit une pièce qui figure dans ses œuvres complètes, que personne ne lit jamais, parce qu'elle n'est pas terrible, c'est pas du Molière, d'une certaine manière. Ça s'appelle Mélicerte, il n'y a que 2 actes. Donc il n'a pas fini. Bon. Et lui, le Nicolas Guérin, il a complété la pièce et il l'a publiée. Et dans sa préface, il dit « J'ai cherché dans les papiers de Monsieur de Molière s'il y avait des indications sur la fin de cette pièce, et je n'en ai pas trouvé. » Donc ça veut dire qu'au début du XVIIIe siècle, le beau-fils d'Armand de Béjart, d'une certaine manière le beau-fils de Molière, a eu entre les mains les papiers de Molière. Donc il y a eu des papiers de Molière qui ont existé, c'est-à-dire des pièces non publiées, de la correspondance. Et puis le pauvre jeune, il est mort, sa mère, Armand de Béjart, était morte, et puis la seule qui survivait, c'était cette fille, Esprit-Madeleine Poquelin, et tout a disparu. Voilà, on peut reconstituer l'histoire même de la disparition. Elisabetta Lorgo, Philippe d'Orléans n'a jamais existé, j'ai entendu ça. Non, je plaisante. Mais qu'est-ce que la chronique, justement, peut apporter? Parce que Philippe d'Orléans, c'est un personnage qui aussi a subi, disons, ce parasitisme de la chronique, même si ça peut être souriant et agréable à lire, etc. Est-ce qu'il a fallu se débarrasser de ça aussi pour écrire une biographie de Philippe d'Orléans? Oui, je dirais que pour le personnage de Philippe d'Orléans, le premier piège à éviter pour moi, j'avais lu les biographies de Philippe d'Orléans, évidemment, ils sont très peu. Il y a une biographie écrite en anglais par une historienne américaine au début des années 80. Et puis, il y a quelques brochures du début du XXe siècle. Le premier piège à éviter, ce n'est pas de ne pas faire une histoire politique, parce que c'est un personnage qui ne joue pas un véritable rôle politique, donc ce n'est pas là la question, ce n'est pas là le problème. Mais avec Philippe d'Orléans, le piège à éviter, c'est justement le psychologisme et la psychanalytique. Parce que, excusez-moi, mais par exemple, la biographie de Philippe d'Orléans, écrite par une historienne américaine au début des années 80, c'est un véritable délire psychanalytique. Parce que c'est il analyse par rapport à la psychanalyse freudienne toutes les actions de Philippe d'Orléans, etc. Donc, ça peut être intéressant, mais... Oui, c'est intéressant, mais c'est tout à fait inapplicable. Mais en se basant sur quoi, surtout? Pardon? En se basant sur quel témoignage, c'est ça aussi là? En se basant sur quoi? Sur les témoignages des mémorialistes, donc surtout Saint-Simon, évidemment. Et moi, je cherchais de partir de la correspondance de Philippe d'Orléans, justement, parce que il y a très peu de correspondance a survécu, en effet, de Philippe d'Orléans, parce qu'il y a la correspondance avec les princes de la Maison de Savoie, puis quelques lettres dispersées dans les archives, etc. Mais on peut quand même reconstruire un profil assez linéaire du personnage. Donc, oui, pour Philippe d'Orléans, le piège, c'est de ne pas tomber dans la psychanalytique, dans le psychologisme. Oui, parce qu'évidemment, le personnage se prête beaucoup, parce qu'il y a la question de l'homosexualité, il y a la question du travestissement, donc la cohorte de favoris, la relation avec Philippe de Lorraine, toute une série de choses qui, évidemment, se prêtent beaucoup à
faire de la psychanalyse ou quand même du psychologisme. Dans la même veine, Charles-Éloi Vial et Antoine Boulan, J'ai le nôtre, il a beaucoup écrit sur la Révolution. Est-ce que c'est pareil? Vous, Antoine, vous êtes venu à la Révolution par l'exécution de Louis XVI, qui est un moment très chargé d'émotions, comme ça, et qui se prête à la chronique. Et il y a eu des tas de témoignages de ce moment-là. Comment on s'en débarrasse? Est-ce qu'il faut s'en débarrasser d'ailleurs pour écrire une histoire qui vise la vérité historique? Est-ce qu'il faut se débarrasser de l'émotion, du parasitisme de la chronique? Je pense que c'est important, oui. Alors J'ai le nôtre d'abord, je précise pour le public, hein, G c'est bien la lettre G, point le nôtre, ce qui ne veut pas dire Georges, mais Gosselin le nôtre, voilà. Oui, avec le nôtre, on est effectivement... Qu'est-ce que ça apporte, au contraire, hein? Non, alors, on parlait tout à l'heure de ce que je n'avais jamais lu. Maintenant, je vais enfin parler de ce que j'ai lu. Et J'ai le nôtre, c'est le premier que j'ai lu, justement. Parce que j'ai commencé par la petite histoire. C'est toujours plus facile de commencer par là. Voilà, le nôtre a écrit une histoire de la Révolution sous l'angle beaucoup anecdotique. Il a fait toute une série de livres qui s'appelaient Vieilles maisons, vieux papiers, où il a reconstitué comme ça des petits épisodes de la Révolution qui sont très bien faits. Et il s'est beaucoup attaché également, moi c'est ce qui m'a plu, à reconstituer beaucoup la topographie des lieux révolutionnaires et du Paris révolutionnaire notamment. Mais le nôtre, c'est de la chronique, mais c'est quand même très sérieux. C'est-à-dire que le nôtre est allé aux archives, le nôtre écrivait des livres avec les fameuses notes en bas de page dont on parlait tout à l'heure. Oui, c'est pour ça qu'il est intéressant. Voilà, il allait très loin, il a étudié les plans de la conciergerie, de la maison de Danton, de la maison de Marat. Enfin, il a fait un travail extrêmement sérieux. Et voilà, mais bon, est-ce que c'est de la chronique? Ça, je ne sais pas. C'est de l'histoire anecdotique, mais c'est quand même de l'anecdote très parlante. Aujourd'hui, on a beaucoup d'historiens qui font de l'histoire anecdotique et qui se contentent de recopier les livres des autres. Le nôtre ne faisait pas ça. Il faisait des livres profondément originaux. Il allait vraiment dans les documents. Et je pense que Charles-Éloi, qui a dû... Je ne sais pas si le nôtre a écrit sur le Temple. Hein. Si, il a écrit. Voilà, il a écrit des choses très utiles, notamment dans la reconstitution des décors, dans la vie quotidienne des gens, mais en se basant toujours sur de l'archive. Donc, est-ce qu'il faut se libérer de la chronique? Je ne sais pas. En tout cas, je pense que la lecture de l'eau note est quand même une saine lecture pour arriver à resituer certains repères, à avoir une certaine méthode. Et c'est quand même un travail qui, de ce point de vue, est important, oui, je pense. Je rebondis là-dessus, puisque je me suis beaucoup servi des écrits de Le Nôtre pour travailler sur le Temple. Il a travaillé sur le ménage Tison, par exemple, qui était au service de Louis XVI et de Marie-Antoinette dans la tour du Temple. Il a laissé des plans extrêmement utiles. Et pour moi, c'est un historien qui a aussi laissé des archives extrêmement pratiques, puisqu'on voit qu'il fréquentait les archives nationales, il prenait des notes, il transcrivait des documents, et certains de ces documents ont disparu, parce que naturellement, tous les dingues qui sont persuadés que Louis XVII s'est évadé, dès qu'ils voient un document avec écrit le petit capet et tout, hop, ils le mettent dans la poche, ce qui fait que les liasses d'archives concernant le Temple sont beaucoup plus minces maintenant qu'elles ne l'étaient peut-être à l'époque de Le Nôtre. Donc là aussi, ça m'était très précieux pour trouver certains documents. Donc j'ai beaucoup de respect pour lui, beaucoup de sympathie. Ce qu'on appelle la petite histoire de Le Nôtre, qui pourrait être celle de Frédéric Masson, que j'aime beaucoup aussi, c'est peut-être plutôt une histoire matérielle, une histoire basée sur les sources, sur des petits éléments, mais une histoire extrêmement de la micro-histoire, en fait, c'est peut-être plutôt ça. C'est très différent de la petite histoire actuelle, puisque j'ai très peu croisé Stéphane Bern aux Archives nationales, j'ai très peu croisé Franck Ferrand aux Archives nationales, donc ça n'est pas tout à fait la même façon d'écrire l'histoire et de la raconter. Aux archives. Ah oui, bon, il y a longtemps alors. Même t'es pas dans cette position. Franck, il va beaucoup aux archives, vraiment. Vous m'avez troublé parce que je voulais passer à Michelet, justement, je voulais passer au cran au-dessus. Michelet, mais comme Le Nôtre d'ailleurs, il y a quand même une sorte de mépris de certains historiens envers ces auteurs-là, dans leur, évidemment pas de mépris de la personne, j'imagine, mais enfin dans leur manière de raconter l'histoire. Est-ce que c'est mérité, c'est possible? Alors Michelet vient d'être réédité en Pléiade pour l'histoire de la Révolution française, avec un commentaire, des commentaires, des notes, un apparat critique qui montre qu'il y a quand même un intérêt dans le travail de Michelet, dans la démarche de Michelet, qui est une démarche historique, mais c'est une démarche littéraire, une démarche de mémoire. Et je ne sais pas si vous avez lu le journal de Michelet, c'est une lecture que je vous recommande. On voit, il parle d'aller aux archives, il parle d'aller au cimetière, voir les tombes de certains personnages, il fait régulièrement
déterrer certains de ses amis pour voir à quoi ils ressemblent après leur mort. Donc il a un rapport à la mort et au temps qui passe qui est assez intéressant. Et Michelet, ce qui m'intéresse dans cette démarche, c'est outre la plume, là aussi le talent qui est formidable. Il y a une description de la tour du Temple qui est magnifique, où il la compare à un hibou noir avec les ailes repliées, donc c'est très beau. Mais ce qui est intéressant chez Michelet, c'est que c'était un archiviste. Il a consulté les archives. Si on regarde les papiers de Michelet, on peut voir ce qu'il a consulté, avec quoi il a travaillé, où sa documentation peut être très fine et plutôt très pertinente, ou au contraire, c'est plus lâche et peut-être qu'il débloque un petit peu. Et ce qui est intéressant aussi, ce qui me frappe avec Michelet, c'est un de mes dadas du moment, c'est qu'il écrit, ça paraît en 1847, je crois, le premier volume de l'histoire de la Révolution française. C'est à peu près au moment où meurt son père qui avait fait partie de la Commune de Paris, qui avait été de garde au Temple. Donc ce qu'il a pu écrire aussi pour certains points, ce sont des choses qu'il a pu avoir de témoins de la Révolution qui étaient encore vivants. Et ce qu'il raconte en disant j'ai vu tel témoin, telle personne que j'ai pu rencontrer, ce qu'il note dans ses archives là aussi sur rencontre avec un tel qui m'a raconté telle anecdote, ça c'est aussi une source pour l'histoire. C'est de l'archive. Ouais. C'est de l'archive, et finalement on doit tous se résigner à certains points à devenir aussi un témoin historiographique, à devenir une source pour les historiens futurs. On n'est qu'un relais finalement dans une histoire qui continue à s'écrire avec de nouvelles générations d'historiens. Et pour moi, Michelet était vraiment un relais historiographique assez précieux. Oui, Antoine ? Juste pour préciser pour Michelet, il y a une chose dont il faut tenir beaucoup compte aussi, c'est que non seulement il a vécu dans le Paris de la Révolution, son père effectivement était un imprimeur jacobin qui avait milité dans les milieux sans culottes, donc il était très proche de ça, ça lui parlait, mais au-delà de ça, il a travaillé également sur les archives, et notamment sur les fameuses archives qui ont brûlé à l'Hôtel de Ville pendant la Commune de Paris en 1871. Donc il ne faut pas négliger toute cette génération d'historiens comme Michelet, comme Quinet, comme Blanc, etc. du 19e, parce qu'ils ont eu accès, effectivement, tu l'as dit, à des fonds qui depuis ont pu disparaître. Alors tu donnais l'exemple des dossiers du Temple, mais il y a tout l'état civil qui a brûlé en 1871 sous la Commune à l'Hôtel de Ville et que beaucoup d'historiens ont utilisé, alors que nous aujourd'hui on ne les a plus. Voilà. Alain Hugon, pardon. À propos de Michelet, moi j'ai adoré par exemple La sorcière de Michelet. J'avais lu parce que j'ai étudié la sorcellerie en Italie, en France pour ma thèse de doctorat. Donc j'avais adoré ce livre. J'avoue que j'étais très déçu lorsque j'ai découvert très ingénuement que Michelet était très critiqué par les historiens. Oui, j'étais très déçu parce que j'ai adoré ce livre. Mais justement, pour en revenir au début de la conversation, est-ce que avec Michelet, on n'atteint pas quelque chose de très rare finalement, c'est ce souffle dans le style et à la fois cette presque rigueur historique. Oui, rigueur historique et rigueur archivistique surtout. Rigueur historique, mais oui, il a analysé les sources, il connaît les archives, oui. Alain Hugon, je vous vois... Oui. C'est ce que disait Georges Forestier tout à l'heure, c'est qu'on est à l'époque de Michelet au moment de la Constitution nationale, et donc on construit, mais l'histoire ce n'est qu'une reconstruction, quoi. C'est Pénélope qui refait son métier tout le temps. Et au moment aussi où l'histoire se fait science. Oui, elle se fait science, elle se fait méthode, effectivement, mais avec Michelet, on est encore dans le souffle, là, on est encore, effectivement, on l'a dit, fils d'un imprimeur sans culotte, etc. On est dans le moment de la construction de l'identité nationale, qui ne sait pas quelle est l'identité nationale, mais qui voudrait être, alors qu'elle n'est pas bonapartiste, elle n'est pas monarchiste, qu'est-ce qu'elle est? Voilà. Donc ce souffle-là, il est indispensable au discours dont le public a besoin, je pense, ou dont la société a besoin. Et actuellement, je repense, excusez-moi, je pense à Pierre Chaunu, qui est un grand historien, mais on ne peut plus écrire ce qu'a écrit Pierre Chaunu. On a fait un colloque il y a que 3 mois là-dessus. C'est passionnant, mais qu'est-ce que c'est daté? Voilà. Donc on écrit l'histoire depuis notre et ben justement, sommet. Il y a un chapitre de votre livre qui est consacré à l'importance de l'écrit dans la conquête de l'Amérique par l'Espagne, et son titre est très beau, Écrire, : vaincre l'espace, vaincre le temps. Mais cette histoire-là, elle est écrite par les vainqueurs, par les conquérants. Et comment est-ce qu'on écrit une histoire quand on a la version de ceux qui ont amassé, d'une certaine manière, le plus d'archives, quoi, qui ont laissé là le plus de sources? Alors je ne vais pas répondre à la question indirectement. C'est pas une histoire des conquérants, ce que j'ai fait dans la Grande Migration. C'est l'histoire de 500 000 à 1 million de personnes qui traversent l'Atlantique
au moment du désenclavement du monde, comme selon l'expression, c'est-à-dire à partir du moment où on s'aperçoit que la Terre est finie, qu'elle est ronde, Magellan 421, etc. Donc c'est une histoire plutôt des inconnus. Alors les conquérants, ils sont 180, je crois, à Caramarca, qu'on prend un cas. Là, il y en a entre 500 000 et 1 million, on ne connaît pas le chiffre exactement. Donc c'est plutôt l'histoire de ceux qui partent. C'est une histoire du départ. On s'intéresse toujours à ceux qui arrivent, Pizarro, Cortés, tout ça, mais on ne s'intéresse pas au départ. La question de le départ, bon, on va dire, c'est. Vous parlez de l'écrit, je pense moins à l'écrit. Moi, ce qui m'a intéressé surtout, c'est cet arrachement, cette séparation, ce départ. On parle toujours de ceux qui arrivent. D'accord, que ce soit les conquérants, que ce soit les immigrés, c'est des gens qui arrivent. Mais avant d'arriver, il faut partir. Et quelles sont les conséquences pour le lieu d'où on part? Ces conséquences sont gigantesques pour l'Espagne du XVIe siècle, très certainement pour d'autres pays actuellement. Et donc cette question est fondamentale. Alors évidemment, là-dedans, l'écrit est quasiment l'un des seuls documents qui nous reste de cette époque-là comme trace. Il n'y a pas de film, il n'y a pas d'enregistrement, il n'y a rien du tout. Donc on a l'écrit. Et quand on garde un écrit très longtemps, c'est qu'on y attache un prix particulier pour certaines raisons. Donc effectivement, à partir de ce moment-là, il faut se méfier des écrits qu'on garde, puisqu'on veut s'en servir. Et l'historien doit s'interroger, c'est pourquoi a-t-on gardé tous ces écrits? Mais en même temps, ce qui est passionnant, c'est que ce processus d'écriture, ces lettres, c'est le seul moyen de garder un contact avec le pays d'origine lorsqu'on est détaché, arraché, ou lorsqu'on a réussi une magnifique carrière à l'étranger, si on préfère. Mais l'étranger étant toujours l'étranger, même si on adore prendre une vision décentrée, on est toujours... En espagnol, il y a un mot, c'est la patria chica, la petite patrie, c'est-à-dire son pays de sa mère, qu'on va dire ça comme ça, d'accord. En espagnol, on dit le pays de son père, mais en français, on dit le pays de sa mère. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir effectivement comment on peut déplacer dès 1492, à partir de 1492, des milliers de personnes d'un continent à l'autre. C'est la première migration planétaire, je crois. Mais plus généralement, en histoire, on dit que ce sont les vainqueurs qui écrivent l'histoire. Qu'est-ce qu'on veut dire par là, finalement ? Est-ce que ça a à voir avec la manière d'écrire l'histoire? Et est-ce que fatalement un historien est confronté à ce problème quand les vainqueurs ont confisqué d'une certaine manière les sources des vaincus? Je schématise. Hein. Les sources des vaincus, non. Je pense qu'en même temps, actuellement, il y a quand même tout un décentrement. Alors, on est en France, on est un pays qui traduit très très peu. Alors peut-être qu'Elisabeth me contredira, mais on est dans un pays qui traduit extrêmement peu. Quand je vais avoir un livre en anglais, j'aime pas lire en anglais, donc je l'achète en espagnol ou en italien, c'est beaucoup plus pratique. Ce qui veut dire que si on veut une vision des vaincus, il y a un nombre de travaux, par exemple, sur les Incas, sur les Aztèques, qui existent en Espagne, qui existent aux États-Unis, mais qui ont laissé moins de témoignages que les conquistadors. C'est ça ce que je veux dire. Non, c'est pas du tout les mêmes témoignages. Je pense à toute l'iconographie étudiée par ces... Est-ce qu'il y a une prime au nombre, à l'accumulation de sources? Voilà ce que je veux dire. Je ne suis pas convaincu. Par contre, il est évident que les conquérants, c'est bien la civilisation espagnole, avec tout son messianisme, repris ensuite par le siècle anglais, la colonisation française, par l'Europe, qui est en train de perdre sa suprématie depuis un demi-siècle, un siècle. Donc effectivement, mais est-ce qu'on est des vainqueurs? Est-ce que les Espagnols actuellement sont des vainqueurs? C'est une question. Je pense que quand on voit l'historiographie sud-américaine, il y a beaucoup de choses passionnantes qui s'écrivent, et je crois qu'on a le tort de l'ignorer un peu trop. Je pense à tous les codex, quoi. Si vous pouvez jeter un œil sur des codex, c'est fantastique, tous ces dessins qui racontent la conquête, mais dessins incas, vus depuis les Incas ou Aztèques, vus depuis les conquis et ceux qui ont été conquis. Il y a un autre phénomène qui m'intéresse, on va terminer là-dessus, c'était la question de la réécriture, en particulier pour les biographies. Qu'est-ce qu'on peut, à partir de quelle lumière on s'intéresse à nouveau à un personnage sur lequel on a déjà beaucoup écrit? Je pensais du coup plutôt à Molière que Philippe d'Orléans. Mais Molière, il y a eu... Vous disiez tout à l'heure, avant qu'on entre dans l'auditorium, qu'il y avait à peu près un livre par an écrit sur Molière. Sans doute, oui. De plus ou moins de bonne qualité. Mais qu'est-ce qu'on peut redire encore sur Molière? Écoutez, moi, si je suis arrivé là, c'est parce que, je l'ai déjà dit, j'ai fait l'édition de la Pléiade de Molière. Ça veut dire que j'ai dû publier chacune des pièces de Molière, établir des textes. Établir des textes, c'est par exemple pas anodin. Il y a 2 versions du Malade imaginaire. Une version qui a été publiée 1 an après la mort de Molière et une version 8 ans après dans les œuvres posthumes. Et on s'aperçoit que la version dans les œuvres posthumes, il y a des endroits où c'est un peu mieux écrit. Et puis il y a surtout un passage qui apparaît, qui n'était pas dans la première version, qui est le fait
Bérald dit à son frère Argan, je voudrais vous emmener voir pour vous changer les idées une pièce de Molière, et l'autre se déchaîne, quoi, Molière, etc. J'aimerais qu'il crève, mais s'il était malade, qu'on lui donne pas de médicaments, etc. Et à ce moment-là, Bérald lui dit, oui, mais lui, il dit que les médicaments, les remèdes sont bons pour les gens en bonne santé, mais lui n'a plus que de la force pour porter son mal. Et ça, c'est absent de la première édition. Et donc, quand j'ai dû faire la notice du Malade imaginaire, après avoir discuté avec l'éditeur en disant quelle version on donne, la première ou celle qui est toujours donnée, on a choisi de donner la première avec l'autre à la suite. Et du coup, j'ai fait un dossier Malade imaginaire. Est-ce que Molière était malade ? D'où vient cela ? Et je me suis aperçu que personne n'avait été fouillé. Personne, je dis bien personne avant moi n'avait été fouillé la question de la maladie de Molière. C'était évident qu'il était tombé malade en 65 et qu'il s'était petit à petit... Personne n'avait regardé les gazetés de l'époque. Les gazetés, bien sûr, on les avait regardés en disant tiens, Molière était malade en 65, puis en 66, et puis il meurt. Mais personne n'a remarqué que Molière était le centre constamment. C'était une star de cette littérature people. Il était tout ce qu'il faisait, on le disait, comme on disait sur Philippe d'Orléans. Il veut dire, c'était le seul avec Lully dont on parlait constamment en dehors des grands seigneurs, etc. Et plus jamais on dit qu'il est malade, alors que les autres on dit quand il tombe malade. Jamais Molière ne tombe malade. Sa femme tombe malade en 72, Armande Béjart, elle est tenue éloignée 3 semaines du théâtre, on le dit, la Parc Charon a voulu l'embarquer dans sa barque, etc. Molière, rien. Et du coup, quand on commence à fouiller, j'ai trouvé un texte que personne n'avait jamais cité, la correspondance d'un célèbre critique du XVIIe siècle qui s'appelle Jean Chaplin, qui écrit en juin 73, 4 mois après la mort de Molière, un professeur de Padoue, le professeur Ferrari, très important à l'époque dans la République des Lettres, il lui dit « Je vous félicite d'être sorti de cette toux et fluxion qui nous a tant tué de gens cet hiver à Paris. » Et il ajoute « Nous, hommes de public, quand nous parlons, nous échauffons les poumons et donc nous sommes sensibles à la fluxion. Au XVIIe siècle, ça va du gros rhume à la bronchite, à la pneumonie, à la pleurésie. Hein. C'est tout ce qui fait couler des choses dans les poumons. Et, bon, bref. Et donc, nous échauffons, nous sommes sujets à la fluxion. Donc faites bien attention. En tout cas, je suis très content que vous soyez sortis de cette toux qui nous a emporté notre Molière, le Plaute et le Terence du XVIIe siècle, lors de sa dernière action, c'est-à-dire la dernière pièce de théâtre. Personne n'avait jamais regardé ce texte-là, qui confirme qu'il y a eu un hiver extrêmement rigoureux, qu'il y a eu des dizaines de morts à Paris en janvier-février 73, et que Molière a été victime d'une épidémie, enfin d'une atteinte bronchopulmonaire comme beaucoup d'autres. Et c'est à partir de là que, du coup, ça a été une nécessité pour moi de reprendre dossier par dossier. Et je me suis aperçu que dossier par dossier, personne n'était allé vérifier. Tout le monde répétait ce qui avait été écrit avant. Alors, pardonnez-moi pour cette question. Et on finira, j'aurai la même pour le Temple et le Tribunal révolutionnaire, mais est-ce que vous aimez Molière, Poquelin ? Je veux dire, l'historien est humain. Quand on lit un romancier, on peut devenir ami avec ce romancier. Est-ce que vous aimez votre sujet et qu'est-ce que ça pose comme problème ? Je suis d'autant plus à l'aise pour répondre que c'est pas la première fois qu'on me pose la question, et chaque fois je réponds de la même manière. J'ai écrit 2 biographies, l'une de Racine et l'autre de Molière. Racine, je sortais de la Pléiade aussi, j'ai éprouvé le besoin aussi de resituer Racine en son temps, d'expliquer comment il fabriquait ses pièces, etc. Et Racine, et je me suis efforcé d'avoir la plus grande empathie possible avec ce jeune homme sorti d'une secte fondamentaliste qu'on appelle les jansénistes, pour laquelle j'ai pas beaucoup de sympathie, mais je me suis passionné pour ça, à tel point que certains collègues m'ont dit, j'ai appris ce que c'était que la grâce efficace et la grâce... peu importe. Le débat sur j'ai oublié, excusez-moi. Le débat sur la grâce en lisant ton livre, parce que je me suis efforcé de me plonger là-dedans, mais à la fin du livre, j'avais un regard neutre sur Racine, j'ai essayé de le faire, mais sans amour pour lui. Alors que Molière, c'est vraiment quelqu'un avec qui, constamment, je me disais, j'aurais bien aimé être copain avec lui. Voilà. Ce qui peut poser un problème éventuellement, s'il y a une crasse à révéler sur un copain, ça se fait pas, quoi. Ah ben ça, on est historien ou on l'est pas. Je veux dire, si on s'efforce d'être... Vous allez vous froisser, quoi. Quoi qu'il arrive, on dit tout. Voilà. Même question pour des sujets où l'affect est très présent quand même dans les tribunaux révolutionnaires. J'espère que vous n'allez pas me demander si j'aime le tribunal révolutionnaire. Fouquier-Tinville. Fouquier-Tinville. Non mais le public ayant entendu tout à l'heure que j'avais démarré sur l'histoire de la Révolution avec l'exécution de Louis XVI, maintenant je suis sur le tribunal révolutionnaire, vous allez tous croire que j'ai un grain, et c'est peut-être vrai d'ailleurs. Hein. Tout ça est assez morbide. Non, oui, l'affect, alors bon...
Je sais pas trop comment traiter ça. Moi, évidemment, quand j'ai étudié mon sujet, voilà, il y a des moments difficiles. Tout ça s'est passé il y a plus de 200 ans. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas de films. Tout ça est un peu désincarné. Et c'est vrai qu'on a toujours l'impression que quelqu'un condamné par un tribunal il y a 200 ou 250 ans, c'est moins grave que quelqu'un condamné par un tribunal à l'époque de Staline. Non, c'est pas moins grave. C'est la même chose. Simplement, c'est plus éloigné. Donc, on a plus de distance par rapport à ça. Voilà, moi, j'ai vu des cas de gens condamnés à mort, etc. J'ai vu des archives à Pierrefitte avec des audiences de procès, des textes de jugement. Oui, ça peut être assez dur, mais voilà, il faut arriver à garder une certaine distance par rapport à ça. Je pense que l'historien doit arriver à ne pas trop exprimer ses émotions ou son jugement personnel dans son récit, même si forcément le fait d'analyser un sujet, de le contextualiser, de l'interpréter, on en parlait tout à l'heure, ça vous implique forcément dans ce que vous écrivez. Mais à partir du moment où ouvertement vous commencez à condamner les choses que vous étudiez, vous allez au-delà de votre métier. À mon avis, moi c'est comme ça que je le ressens. J'ai un ami historien qui travaille aussi sur la terreur. Lui, il m'a beaucoup reproché d'avoir fait un livre trop neutre. Il m'a dit, t'aurais dû pilonner, il fallait dire que c'était une horreur, l'arbitraire, etc. Bon, et d'autres, par contre, m'ont dit, vous êtes pas assez... d'autres, vous êtes beaucoup trop... vous êtes beaucoup trop dur, ça s'est pas passé comme ça, nanana, c'est bon. Voyez, donc le livre, c'est le même, il a été lu par deux personnes différentes et les deux ont des interprétations complètement divergentes. Alors justement, le sous-titre du livre de Charles-Éloi Vial, La famille royale au Temple, le sous-titre c'est Le remords de la Révolution. Est-ce que remords a fait l'objet de débats avec votre éditeur, avec vous-même? Est-ce que ça préjuge pas d'une certaine forme d'affect? Alors c'est drôle parce qu'on me pose toujours la question. Alors c'est un titre, je tiens à le préciser, que mon éditeur a choisi. C'est pas moi, c'est lui qui a, parce que c'est un éditeur très brillant qui a souvent de très bonnes idées. Et le fait qu'il me propose ce titre après avoir lu mon manuscrit, il m'avait peut-être compris mieux que je m'étais compris moi-même. Il avait mieux compris ce que je voulais dire dans la conclusion que j'étais en train d'écrire et je galérais un petit peu. Et c'était un peu un fil rouge pour la conclusion, cette idée de remords à plusieurs niveaux qui va être le remords individuel de certains révolutionnaires qui vont porter le poids d'avoir voté la mort de Louis XVI, d'avoir laissé le petit Louis XVII mourir de faim et de froid dans la tour du Temple, d'avoir laissé la petite Marie-Thérèse emmurée et quasiment vive pendant une année dans sa cellule. Il y a un remords individuel qui est très fort. Alors je cite quelques exemples parmi tous les anciens de la Convention, tous les anciens les juges du tribunal révolutionnaire. Par exemple Armand de la Meuse qui était député, qui se laisse mourir de faim dans la rue parce que il porte le poids du remords de son vote en faveur de la mort de Louis XVI. Et on retrouve sur son cadavre une lettre d'excuse à la duchesse d'Angoulême, donc à la fille de Louis XVI. Donc ça montre un remords individuel. Il y en a un autre qui s'est fait cramer la tête dans sa cheminée pour là aussi une sorte de remords, une faute inexpiable. Donc il y a un remords individuel, il y a le remords peut-être plus collectif. Là aussi, on voit ce que les survivants ont pu écrire dans leur mémoire en revenant sur leur expérience de la Révolution. Et ce que les premiers historiens, là aussi, qui dialoguaient avec eux dans les années 1830-1840, pouvaient conclure de ces dialogues, c'est que la Révolution aurait peut-être pris un autre tournant, plus pacifique, avec moins de brutalité, moins de clivage, s'il n'y avait pas eu ce régicide. Il n'y aurait peut-être pas eu le tribunal révolutionnaire, la terreur telle qu'on l'a eu, et surtout, il n'y aurait peut-être pas eu de restauration, puisque ce qui fait qu'il y a une restauration en partie, c'est que l'on va resacraliser la monarchie en coupant la tête à Louis XVI, alors que si on l'avait foutu dehors, qu'on l'avait laissé en exil, le 19e siècle regorge de rois en exil qui sont tous désargentés, qui vont de capitale en capitale, qui font des dettes, des bâtards, qui se ridiculisent avec des conspirations ridicules. Si on avait laissé Louis XVI suivre ce schéma-là, s'enliser dans une sorte de mélasse complotiste pendant des décennies, il aurait pu mourir en 1830 facilement. On a le droit de dire si on avait en histoire. Oh oui, bon, c'est la fin de la conférence, je commence à fatiguer. Bon, bref, le pauvre Louis XVI, s'il était parti en exil, si on l'avait vraiment... Voilà, il aurait perdu toute crédibilité. Il aurait été un de ces souverains, un de plus, de ceux qui se bousculent dans les capitales, dans les antichambres des monarques qui sont sur leur trône. Donc il n'y aurait peut-être pas eu de restauration, il y aurait peut-être eu une république, mais qui aurait pris un autre chemin, il y aurait peut-être eu un empire quand même, mais peut-être pas avec Napoléon. Donc c'est vraiment un choix qui a été un choix majeur que ce régicide. Et si un remords, c'est de se dire qu'on a là, les révolutionnaires se disent, on a fait peut-être le mauvais choix, épargner Louis XVI, faire preuve de clémence, ça aurait peut-être au contraire été une chance pour la Révolution. Écrire, c'est réfléchir. Et donc vous pouvez lire le livre de Charles-Éloi Vial. Merci beaucoup. La famille royale au Temple, c'est chez
Perrin. Elisabetta Lurgo, merci beaucoup. Philippe d'Orléans, chez Perrin aussi. Je termine avec Perrin et le tribunal révolutionnaire d'Antoine Boulan. Qui fait peur à tout le monde maintenant. Alain Hugon, La Grande Migration, c'est chez Vendémiaire, merci beaucoup. Et Georges Forestier et son Molière, c'est chez Gallimard, à la NRF. Merci beaucoup à tous et merci à vous.